Je vais commencer par présenter le projet Polaris et présenter notamment l'ordre du jour de ce webinaire en guise d'introduction. Et je laisserai ensuite les trois intervenantes se présenter, présenter leurs activités. On va commencer doucement et puis les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Alors, merci déjà infiniment d'être avec nous ce soir pour ce webinaire dédié à un sujet essentiel qui est la désinformation autour de la santé des femmes, qu'elles soient menstruelles, reproductives ou sexuelles. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du projet Info, qui est donc une initiative portée par Polaris Asso, une organisation engagée dans la lutte contre la désinformation et la promotion d'un accès juste et critique à l'information, tout en démocratisant l'accès au numérique en Afrique de l'Ouest. À travers le projet Info, nous accompagnons plusieurs publics dans la compréhension des enjeux informationnels contemporains en leur apportant des compétences concrètes en vérification, en analyse et en sensibilisation. La désinformation, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on définisse les enjeux et les termes avant de commencer. Donc, la désinformation se traduit à travers des contenus erronés, biaisés et souvent manipulés qui circulent massivement et souvent via les réseaux sociaux. C'est ce qui influence négativement les perceptions et les décisions des citoyens lorsqu'elles concernent notamment la santé des femmes. Elle peut être particulièrement dangereuse, notamment au travers d'idées fausses sur la contraception, de tabous autour des règles, de croyances infondées sur la fertilité ou sur l'anatomie féminine plus précisément. Autant de récits qui, lorsqu'ils ne sont pas déconstruits, alimentent la stigmatisation, entravent l'accès aux soins et limitent l'autonomie des femmes. Ce soir, on vous propose donc non seulement de comprendre ces dynamiques de désinformation, mais également de donner la parole à des femmes qui agissent, qui alertent et qui construisent des alternatives fiables au quotidien. L'objectif, c'est donc de déconstruire les idées reçues et de vous outiller en tant que citoyennes et citoyens pour mieux vous informer, partager des sources fiables et jouer un rôle actif dans la diffusion d'informations de qualité. On a donc la chance et l'immense honneur d'accueillir ce soir trois intervenantes engagées. Sita Mamadou Vehi, qui est présidente de l'ONG Optimum en Côte d'Ivoire, qui œuvre depuis plusieurs années à la sensibilisation des femmes et des jeunes filles sur la santé menstruelle dans les zones rurales notamment. Marine Yanning, formatrice en santé sexuelle et reproductive au sein de Where We, une organisation sénégalaise spécialisée dans l'éducation à la santé menstruelle. Et enfin, Linda Mathilde, qui est donc sage-femme engagée chez DKT International, qui viendra vous partager son regard médical et son expérience de terrain sur les effets concrets de la désinformation auprès des jeunes patientes. Ce temps d'échange, c'est aussi le vôtre et j'aimerais attirer cette attention sur ça. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. Je vois qu'il y a déjà pas mal de messages, donc c'est super. N'hésitez pas à utiliser le chat. Moi, je suis là pour enregistrer vos questions et toutes les 20 minutes, on essaiera de répondre aux questions, de les regrouper et d'avoir les réponses les plus précises possibles. On ne pourra évidemment pas répondre à tout, mais on essaiera en tout cas de répondre à la majorité. Voilà, les intervenantes seront là pour répondre à vos questions et c'est le but d'échanger ensemble. Voilà, donc je laisse la parole aux intervenantes. On peut commencer par Sita, faire une présentation brève. Merci Zoé, bonsoir tout le monde. Bonsoir Marina, bonsoir Linda, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous les participants. Alors, je suis heureuse d'être parmi les intervenantes aujourd'hui parce que c'est un sujet vraiment très, faut qu'on en parle en fait. Je suis trop contente d'être là. Alors, je me présente, je suis Sita Audrey Flo Mamadou Vehi, c'est pas très important. Je suis engagée pour le bien-être des femmes et des filles. Alors, après un parcours professionnel de près de 6 ans d'expérience, j'ai décidé de répondre à l'appel, c'est-à-dire l'appel de servir ma communauté. Alors, en 2019, j'ai créé ONG Happy Mom. Alors, ONG Happy Mom, c'est une ONG ivoirienne. Nous existons depuis 2019. Nous l'avons créée avec une vision claire. Alors, la vision, c'était quoi? C'était contribuer à l'autonomisation des jeunes filles mères seules, promouvoir le leadership féminin et améliorer la vie des femmes et des enfants. Mais très vite, on s'est rendu compte que, avant de parler de mères célibataires, faut aller à la source, en fait. C'est quoi la source de ce problème-là? Dans certains cas, surtout en zone rurale, pourquoi ces jeunes filles-là se retrouvent enceintes et tout? C'est la menstruation. Elles ne savent pas comment gérer leur menstruation, elles ne savent pas, elles n'ont pas certaines informations sur les règles, du coup, elles se retrouvent enceintes. Donc, à cet effet, on a
décidé de faire des campagnes de sensibilisation dans toute la Côte d'Ivoire. On a fait le nord, le sud, l'est, l'ouest. On n'a pas encore tout fait, mais on espère qu'on les fera tous pour porter la bonne information sur les règles, sur la menstruation. Alors, on sillonne les villages, les villes, les écoles pour parler de règles, ce sujet tabou là dont personne n'ose parler. Alors, c'était moi. Je laisse la parole à Marina. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, merci Sita, bonjour Linda, Zoé et bonjour à tous les participants, toutes et tous. J'espère qu'on aura quelques hommes quand même, même si c'est un sujet qui s'adresse majoritairement aux femmes. Comme je dis toujours, les hommes vivent entourés de femmes, leurs mamans, leurs sœurs, leurs cousines, leurs filles, les camarades de classe, les collègues. Donc c'est important que les hommes aient aussi des informations et qu'on puisse en parler avec eux. Donc, moi, je suis Marine Anning, je suis la cofondatrice de l'entreprise sociale qui s'appelle Happy Afrique, qui a deux grandes activités. La première activité, c'est la fabrication et la distribution de serviettes hygiéniques lavables et de couches lavables, donc pour les femmes, pour les bébés. Donc, on fabrique au Sénégal, on a une entreprise avec une trentaine de salariés. Et l'autre volet de Happy Afrique, c'est le programme Changeons les règles avec tous les outils Where We. Je mettrai ça dans le chat tout à l'heure. Donc, c'est tout le programme d'accompagnement au cycle menstruel pour principalement les filles et les femmes, avec des petits livrets comme celui que je viens de vous montrer, une application mobile, une série sur YouTube, des ateliers, des réseaux sociaux, sites internet, etc. Donc, aujourd'hui, moi, ma mission, c'est d'aller collecter le maximum d'informations et de les retransmettre de la manière la plus simple et positive au maximum de personnes au Sénégal ou partout ailleurs. Voilà. Et je travaille très souvent avec DKT International et les sages-femmes, qui sont des partenaires de Where We. Donc, je suis contente de laisser la parole à Linda. Merci Marina. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Zoé, Sita. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un plaisir et un honneur d'être là ce soir, de parler de désinformation. Alors, moi, c'est Linda John. Je suis sage-femme d'État et je travaille à DKT International. Alors, DKT, c'est une ONG qui est dans le marketing social. C'est l'un des plus grands fournisseurs de services de planification familiale. Alors, nous sommes présents dans plus de 90 pays et nous sommes en Afrique de l'Ouest, notamment des Fouaka. Et je suis au niveau du centre d'appel Lydia. Alors, Lydia, c'est un centre d'appel qui est formé de sages-femmes d'État diplômées et nous répondons aux questions sur la santé sexuelle et reproductive. Alors, c'est à travers nos plateformes que nous communiquons et nous recevons ces clientes, ces appelantes à travers WhatsApp, à travers les réseaux pour pouvoir les conseiller, pour pouvoir les accompagner et les orienter dans tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à toutes les trois pour ces présentations. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez évidemment poser des questions dans le chat. On va continuer avec Sita qui va développer un peu ses expériences terrain et tout ce qui se construit autour des fausses croyances, notamment sur la santé reproductive et hygiénique. Voilà, Sita, je te laisse la parole. Merci Zoé. Alors, comme je le disais tout à l'heure, notre cible, c'est principalement la zone rurale parce qu'on a constaté que l'information n'arrive pas dans cette zone-là. Il n'y a souvent pas Internet, il n'y a pas le courant, il n'y a pas de l'eau. Donc, c'est hyper compliqué là-bas de vivre lorsqu'on a nos menstrues, en fait. Donc, lorsqu'on part, on fait de la sensibilisation. Souvent, il y a la barrière, pardon, de la langue. Donc, on travaille avec des sages-femmes comme Linda qui sont dans le village, c'est-à-dire qu'elles comprennent la langue, elles sont déjà installées, donc c'est plus facile de communiquer avec la population. Et aussi,
on travaille avec les chefs communautaires parce que tu ne vas pas aller dans un village comme ça et tu n'as pas l'accord du guide ou bien du chef de village et tout. Donc, on travaille aussi avec ces chefs communautaires-là. Donc, lorsqu'on arrive, on fait la sensibilisation, on parle des règles d'hygiène menstruelle et autres, et après, on fait la remise des kits d'hygiène. Donc, souvent, les kits d'hygiène sont composés de serviettes hygiéniques, de poudre à laver, de savon, de brosse à dents, tout ce qui est hygiène, en fait, pour la femme. Donc, c'est un petit cadeau qu'on laisse sur notre passage pour qu'elle ne se sente pas seule, en fait. Donc, lors de ces journées de sensibilisation, on entend souvent des choses qui reviennent, souvent les mêmes choses ou souvent de nouvelles choses, pardon. Donc, alors, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu que les règles sont sales et impures. Ça veut dire, lorsqu'une fille a ses règles, elle n'a pas le droit d'aller à l'école parce elle est sale et elle est impure. Dans certaines cultures, on ne va pas au champ lorsqu'on a les règles. On a entendu aussi qu'il ne faut pas faire la cuisine. Lorsqu'on a les règles, on ne rentre pas dans la cuisine. On s'isole carrément du reste de la maison, en fait. Surtout dans la cuisine, tu n'as vraiment pas le droit de rentrer dans la cuisine. On a aussi entendu là-bas que les jeunes filles ont peur d'utiliser le tampon. Je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi le tampon, parce qu'elles ont reçu l'information selon laquelle les tampons peuvent se perdre dans le corps humain. Lorsque tu mets le tampon, ça peut se perdre dans ton corps et tout ça. Donc, elles préfèrent ne vraiment pas utiliser le tampon. On a aussi entendu que lorsque tu as des règles douloureuses, je reformule, pour être une femme, pour être reconnue comme une femme, il faut avoir des règles douloureuses. C'est lorsque tu as des règles douloureuses que tu peux être appelée une femme, une vraie femme, doit subir, doit avoir mal. Donc, c'est quand tu as des règles douloureuses que tu es une vraie femme. On a aussi entendu que une fille qui parle de ses règles, en fait, les règles, c'est vraiment tabou dans certaines régions. Donc, lorsqu'une fille parle de ses règles, elle est considérée comme mal polie, elle est considérée comme impure, mal élevée, tout ce que vous voulez, en fait. Et dans d'autres cultures aussi, on a entendu que lorsqu'une fille a ses règles, cela signifie qu'elle est prête à se marier et avoir des enfants. Ça veut dire, même si elle a 9 ans, elle a 10 ans, elle a 12 ans, une fois qu'elle a ses règles, elle est prête pour le mariage. Il n'y a rien, il n'y a pas à discuter et tout, directement dans son futur foyer. Et pour conclure, on a aussi entendu dire que certaines jeunes filles ne savent même pas c'est quoi une serviette hygiénique en coton, comme ce qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire ici le vania. Elles ne savent pas ce que c'est, elles n'ont jamais entendu parler ou elles refusent catégoriquement de l'utiliser parce qu'on leur a dit que ça rend stérile. On leur a dit que ces serviettes hygiéniques la rendent stérile. Du coup, elles préfèrent utiliser ce qu'on appelle ici le kojo. Je ne sais pas comment on l'appelle au Sénégal ou dans d'autres pays, mais le kojo, c'est un bout de pagne, un morceau de pagne qu'on met lorsqu'on a les règles et il est lavable, il est réutilisable. Sauf que elles ne savent pas forcément comment l'utiliser, comment le sécher, comment bien le laver et tout ça. Donc, ces informations-là qui ne sont pas forcément vraies ou utiles, mais que les jeunes filles se basent là-dessus pour pouvoir vivre leur menstruation. Voilà un peu. Je laisse la parole à Marina. Merci, Sita. Alors, si vous voulez réagir en commentaire, nous dire comment ça se passe dans le pays dans lequel vous êtes ou dans la culture dans laquelle vous êtes ou ce que vous avez vu au cours de vos activités, partagez-le dans le chat, s'il vous plaît. Ça nous aidera, nous aussi, à continuer à nous former, à alimenter nos formations, puis peut-être à répondre sur certains points après. Donc, on voit que les points que tu cites, Sita, sont des points qu'on voit aussi au Sénégal. Donc, dans les autres pays, dites-nous ce que vous en pensez, mais au Sénégal, on voit beaucoup aussi ces croyances-là. Et la première, je dirais, qu'est-ce qu'on dit à une fille la première fois qu'elle voit ses règles au Sénégal? Et je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays. Dites-moi dans le chat, qu'est-ce qu'on dit à une fille la première fois qu'elle voit ses règles? On va voir si vous répondez. Donc, en général, on lui dit « Ne t'approche plus d'un garçon, sinon tu vas tomber enceinte. » Voilà, tu es devenue Alors, une fille maintenant. ouais,
tu es devenue une femme maintenant, tu es déjà une femme. On lui dit qu'elle est devenue une femme, qu'elle doit s'éloigner des hommes, effectivement. Fais attention aux hommes, ouais. Voilà, c'est ça. Et alors, du coup, ça traumatise la jeune fille dès le début, parce que imaginez, les premières règles, ça arrive entre 9 ans et 17 ans. Linda, tu corriges s'il faut. Donc, une jeune fille qui a, on va dire, peut-être 12 ans, et elle a l'habitude de jouer avec les camarades à l'école ou à la maison avec ses frères, et tout d'un coup, on lui dit, ne t'approche plus des garçons, sinon tu vas en tomber enceinte. La fille commence à être traumatisée, elle a peur. Un garçon lui touche l'épaule, elle croit qu'elle est enceinte. Elle n'ose plus manger au bol avec ses frères. Elle ne veut pas s'essuyer avec une serviette qu'un garçon a utilisée. À l'école, elle joue plus au foot avec les garçons. Même des fois, on lui a dit, quand tu vois un garçon qui s'approche de toi, cours. Les filles le font. Elles courent dans l'autre sens. Et, et du coup, ça crée un traumatisme dès le début. Alors que moi, ce que j'aime bien quand même dire, c'est les règles, c'est naturel. Toutes les femmes du monde, quasiment, entre 10 ans et 50 ans en moyenne, on va dire, ont leurs règles. Et c'est ça qui fait que chacun de nous est ici présent sur cette terre. S'il n'y avait pas les règles, il n'y avait pas le cycle menstruel, il n'y aurait pas d'être humain aujourd'hui sur cette terre. Donc c'est quelque chose de naturel, c'est un signe de bonne santé. Et pourtant, dès les premiers mots sur ce sujet, c'est des mots finalement avec des connotations négatives. Alors, déjà, moi, j'ai envie de vous poser la question, aujourd'hui, comment les filles et les femmes sont informées sur leur santé menstruelle? Où est-ce qu'elles trouvent les informations? Qui diffuse les informations? Je veux bien que vous écriviez dans le chat. Moi, ce que j'ai noté, c'est on a la maman, mais ce n'est pas toujours la première interlocutrice. Quand on a fait des études avec les filles, on se rend compte que c'est l'interlocutrice que les filles préfèrent. Elles aiment quand l'information vient de leur maman. Mais parfois, ce n'est pas les mamans. Parfois, c'est une tante, c'est une cousine, c'est une grande sœur. Souvent, c'est une femme de la famille. Ça arrive que ce soit des hommes, et c'est génial quand ça l'est. Souvent, c'est d'ailleurs plus zen quand c'est des hommes, parce que les femmes, tout de suite, elles se mettent en affaire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme source d'information? Le corps médical, donc un médecin, une sage-femme, un gynécologue, parfois peut-être aussi un pharmacien. On peut avoir aussi d'autres types d'informations sur les règles et le cycle menstruel à travers la religion, à travers certains leaders communautaires. Alors au Sénégal, on a les Badianougor, on a les relais jeunes ados, on a certains clubs de filles. Donc il y a une catégorie de leaders communautaires aussi qui peuvent diffuser l'information sur ces thématiques. Il y a des ONG qui travaillent sur ces thématiques, qui vont faire des campagnes et qui vont donner des informations, parfois à l'oral, parfois sur des documents. Il y a Internet. Les filles cherchent aussi beaucoup d'informations sur Internet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas dit dans le chat? Sur le chat, là, il y a pas mal de réponses, c'est hyper intéressant. Alors évidemment, les amis, les copines, camarades de classe, maman, sœur, cousine, amie, tante. Mais il y a aussi pas mal de personnes qui disent que finalement, en fait, la communication intrafamiliale, enfin avec les parents, en tout cas, c'est quelque chose qui passe pas du tout. Et que les parents ne parlent pas du tout de ça à leurs filles. Ouais. Alors moi, j'ai fait, pour faire tous les outils Where We, on a fait plein d'ateliers avec les mamans, avec les filles. Et la plupart des mamans m'ont dit, en fait, c'est pas qu'on veut pas en parler à notre fille, c'est qu'on sait pas comment faire. Parce qu'on sait pas si même nous, les informations qu'on a sont les bonnes informations. Donc, du coup, elles répètent ce qu'on leur a dit, t'approches pas des garçons, sinon tu vas tomber enceinte. Ou voilà, elles répètent les croyances qu'elles ont héritées. Et elles sont embêtées. Mais quand on leur donne des outils, en général, elles sont contentes. Donc nous, par exemple, le petit livret, là, les mamans l'aiment beaucoup parce que ça leur permet de s'asseoir avec leur fille, de le regarder et de discuter ensemble avec une base de discussion solide. D'accord? Donc les mamans, avec des outils, vous pouvez parler avec vos filles. Les papas, vous pouvez aussi le faire. Et ce qui est important, c'est au moins de se dire que la fille, elle a les informations de base, un peu plus que attention, tu peux tomber enceinte maintenant, pour être rassurée et qu'elle puisse savoir gérer. Donc, chaque
type d'informateur sur les règles va avoir une ambition différente avec l'information qu'il va diffuser. Donc, c'est là où on va avoir des problèmes de désinformation finalement. La maman, en général, pourquoi elle dit à la fille « ne t'approche plus des garçons, sinon tu vas tomber enceinte », la maman, elle veut garantir que sa fille va préserver l'honneur de la famille, qu'elle ne va pas tomber enceinte hors des liens du mariage. Et donc, elle, son objectif, c'est ça, c'est préserver l'image de la famille. Et la famille, au sens large, en général, c'est ça. Le corps médical, il peut avoir ce focus-là, mais en général, lui, le corps médical, il va plutôt, Linda, tu diras, il va plutôt se focaliser sur prévenir avec la contraception. Est-ce que les filles et femmes connaissent la contraception? Ils vont se dire éviter les maladies sexuellement transmissibles. Ils vont penser à un terme médical. Donc, donner les informations en termes médicaux. Mais parfois, une jeune fille de 12 ans, quand on lui explique des histoires de follicules, d'endomètres, etc., la fille, elle ne comprend pas. Donc, ça dépend aussi à qui on s'adresse. Et parfois, il faut changer son registre en fonction de qui on s'adresse. Ensuite, tout ce qui est religieux vont parler en fonction des textes de la religion. Ils vont transmettre ces messages-là parce que eux, leur but, c'est de transmettre les messages et les préceptes de la religion. Donc, eux, ils ont aussi un certain angle. Les leaders communautaires, en fonction de comment ils ont été formés par qui, ils vont avoir certains angles aussi. Les ONG aussi. Alors, parfois, c'est réduire la mortalité maternelle et infantile, donc ils vont travailler sur certaines thématiques. Parfois, ça va être travailler sur la contraception, parfois, ça va être travailler sur les IST, parfois, ça va être juste sur les règles. Donc, vous allez voir que chaque acteur a un objectif spécifique. Et c'est ça qui, parfois, crée des déséquilibres dans l'information. Par exemple, nous, quand on a commencé à faire tout le travail sur le cycle menstruel, on a fait des recherches et on s'est rendu compte que la plupart des programmes d'information qui existent aujourd'hui ne sont pas basés sur les cultures et sur l'histoire qui existe dans les peuples du Sénégal et de l'Afrique en général, et que c'est souvent des contenus qui sont importés d'Europe, d'Amérique du Nord, etc., et qui parfois ne sont pas complètement adaptés au contexte local. Donc, c'est important aussi de se dire que, attention, les informations doivent être toujours remises dans leur contexte. D'où viennent les informations? Quel est l'objectif des gens qui transmettent cette information? Et ça, je vous invite à vous poser ces questions-là à chaque fois qu'on vous donne des informations. Qui me donne cette information et quel est son but derrière? D'accord? Et sur Internet, quand les filles vont sur Internet, elles ont une problématique, c'est qu'elles se retrouvent sur des sites écrits, donc au Sénégal, on va chercher en langue française, donc on va tomber sur des sites canadiens, français, belges en priorité, où il y a eu beaucoup de sites de fait sur ces questions. Et c'est pareil, il y a des informations intéressantes, mais c'est des informations qui, en général, ne sont pas adaptées au contexte local. Donc, on se retrouve avec des dissonances d'informations et parfois avec des choses qui sont trop choquantes pour la population ici ou alors des conseils qui ne sont pas adaptés. Donc, vraiment, c'est important de à chaque fois remettre ça dans le contexte. Donc, il y a un petit exemple que j'aime bien donner pour revenir un peu sur les exemples que donnait Sita tout à l'heure. Effectivement, dans beaucoup de cultures en Afrique, et pas seulement en Afrique, dans beaucoup de continents, il y a des phénomènes de mise à l'écart des femmes pendant les règles. Et finalement, quand c'est perçu par l'étranger, c'est perçu comme souvent comme des rites un peu barbares. On dit, oh là là, attention, ces Africains, ils mettent les filles, elles sont punies pendant leurs règles, etc. Mais quand vous regardez, vous retrouvez ça dans presque toutes les civilisations anciennes du monde. Et quand vous regardez à l'origine, c'était fait pour préserver les femmes. Ce n'était pas une punition,
c'était pas une interdiction, c'était une exemption. C'était plutôt la femme pendant ses règles et en général le premier mois après l'accouchement, elle a besoin de se reposer. Donc, elle cuisine pas, elle va pas travailler au champ, elle n'a pas besoin de participer aux activités sociales, elle n'a pas de relations sexuelles, elle se repose. Pendant les règles et le premier mois après l'accouchement, dans beaucoup de civilisations du monde, il y a ces phases de repos qui sont prévues. Maintenant, certaines fois, c'est mal vécu ou ça a été transformé et c'est désagréable à vivre. Et là encore, je nous invite tous à nous dire comment rendre ça plus agréable. Les femmes, si vous savez que dans votre culture, les femmes vont dans une autre maison pendant leurs règles, eh ben, mettez-vous ensemble les femmes et faites en sorte que cette maison où vous allez pendant vos règles, elle soit super agréable. Moi, si on me dit, Marina, tu ne cuisines pas pendant la période des règles et tu vas avec tes copines dans une autre maison qui est super confortable, j'y vais avec mes bouquins tranquille. Donc, je vois aujourd'hui, et c'est un petit peu un clin d'œil, je vais caricaturer un peu en le disant, mais quand l'Occident regarde l'Afrique, ils vont dire, regardez, ces barbares, les filles sont exclues pendant qu'elles ont leurs règles. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, en Europe ou même en Amérique? Ils ont inventé les congés menstruels. Les congés menstruels, là, c'est vécu comme une innovation quand c'est dans ces pays-là. On dit, ah, ce pays est très avancé. Maintenant, les filles qui ont leurs règles ne vont pas au travail. Mais regardez, ça existe depuis longtemps dans les cultures traditionnelles. Ça a été perdu, ça a été parfois transformé, parfois certaines formes de patriarcat ou certaines religions ont peut-être tordu un peu les choses et que c'est mal vécu aujourd'hui. Mais à l'origine, c'est des choses qui ont été faites pour préserver les femmes. Donc, moi, je dis ça pour que les femmes se réapproprient leurs règles et leur cycle menstruel et se disent, c'est à nous d'être les actrices de ce cycle-là et de faire que ce soit quelque chose qui soit bien vécu. Donc, je m'arrête là pour le moment et puis après, je laisse la parole aux autres et puis j'aurai plein d'autres choses à partager avec vous après. Merci beaucoup. Alors, Merci ce beaucoup, problème, Marina. Oui, pardon, Linda, allez-y. oui. Alors, ce problème de manque de communication et de désinformation, comme dit tout à l'heure Marina, c'est présent dans tous les pays, je dirais partout dans le monde. Les gens n'ont pas forcément la bonne information et c'est ce qui conduit à une désinformation. Le fait que les mères n'arrivent pas à parler des règles à leurs enfants, c'est certainement parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas reçu cette bonne communication. Elles ne savent pas comment ça marche, comment ça fonctionne et comment en parler à leurs enfants. Et ça va se suivre au fil des générations. Alors nous, en tant que personnel de santé, c'est vrai que tout à l'heure, Marina a parlé de planification familiale, etc. Mais nous sommes acteurs principaux de cette bonne information car c'est notre devoir d'expliquer à la jeune fille comment se passent les règles, c'est quoi le mécanisme, c'est quoi un cycle menstruel, en utilisant les mots adaptés pour qu'ils puissent comprendre. Parce que si tu viens, tu dis follicule, tu dis ovaire, la petite fille ne comprend pas forcément ce que c'est. Elle peut même penser qu'elle a une anomalie ou un problème, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est très important d'utiliser les mots adéquats, les mots adaptés pour expliquer et qu'en retour, ces personnes-là puissent expliquer à leurs amis. Il faut qu'on se dise la vérité. La plupart des jeunes discutent entre elles ou entre eux de tout ce qui est règles, de tout ce qui est contraception, de tout ce qui est sexualité. Donc, si cette personne ou une personne X a la bonne information, elle va véhiculer le message avec les bons mots. Et c'est ce qui est surtout la désinformation. Ici, à Lydia, la chance qu'on a, ou bien le privilège qu'on a, c'est que on est en contact avec les ados. Comme je dis tout à l'heure, c'est un centre régional, mais nous recevons des appels et des messages de beaucoup de pays d'Afrique francophone, d'Europe et d'ailleurs. Et nous côtoyons plusieurs communautés. Ce ne sont pas juste des Sénégalais, presque toute l'Afrique francophone nous écrivent et c'est le même problème partout, le même problème de désinformation, de rumeurs, de fausses croyances et c'est quelque chose que nous essayons de démystifier, tout simplement en expliquant aux jeunes filles que nous contactent qu'est-ce que c'est que les règles, leur expliquer le mécanisme, pourquoi les douleurs.
Et quand on leur explique cela, elles ont une autre façon de voir, une façon positive de voir que les règles, quand ça fait mal, c'est à cause de ça, c'est un mécanisme, c'est à cause de l'utérus qui fait des mouvements pour faire sortir le sang. Et là, mentalement, elles voient ça d'un autre côté qui fait qu'elles vivent mieux les règles. Parce que c'est très important de bien vivre ces règles, ce qui fait que tout ce qui va s'accompagner va être géré plus facilement. Marina a parlé tout à l'heure de congés, Sita a dit que certaines jeunes filles, quand elles ont leurs règles, elles ne font pas la cuisine. Nous, par exemple, à DKT, quand on a nos règles, on est en télétravail. Donc, c'est devenu vraiment, ça a été changé de sorte à ce qu'on puisse voir les choses positivement. Alors, par rapport à la communication, à la communication, c'est important de faire une préparation des règles. C'est-à-dire, avant même que la jeune fille ne voit ses règles, c'est le moment de lui parler, de lui expliquer que ton corps va subir des modifications. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir des saignements. Il y a tout ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, c'est-à-dire tout ce qui vient avant les règles. Ça, c'est très important. Ça inclut les changements d'humeur, comment se préparer à avoir ces règles, c'est-à-dire tout ce qui est protection. Comme Sita l'a dit tout à l'heure, les gens qui ne savent pas qu'il y a des serviettes réutilisables, qu'il y a des serviettes jetables, tout ça, ça fait partie de la préparation. Et ça fait aussi partie du domaine médical parce que si tu ne dis pas à la petite fille ou à la femme qu'elle aura ça et ça et ça, quand elle l'a, elle peut se sentir différente des autres personnes et peut-être mal communiquer de cela. Et ce sera une expérience assez différente, assez négative, je dirais, qui fait que ça peut impacter sur son avenir. C'est-à-dire quand elle va se marier, elle va peut-être se dire avoir des douleurs pendant la grossesse, c'est normal. Alors que je me dis que maintenant, avec la science, avec les moyens de communication, c'est très, très facile d'avoir les bonnes informations. Mais surtout, se renseigner auprès des personnes qualifiées. C'est important qu'on dise aux filles, aux jeunes filles, aux femmes de ne pas avoir peur de se rapprocher du personnel médical pour comprendre ce qui se passe exactement dans leur corps, mais également avoir une prise en charge adaptée. Parce que si tu as quelque chose, tu as peur d'en parler auprès de toi, tu peux en parler à un personnel médical et tu peux avoir une prise en charge très tôt qui va te permettre de prévenir certaines complications. Concernant les douleurs aussi, en général, on explique aux jeunes filles ou aux femmes qui ont des règles douloureuses qu'il y a non seulement des méthodes traditionnelles, mais il y a aussi les méthodes d'accompagnement et les médicaments. On n'est pas obligé de supporter cette douleur, si je peux le dire ainsi, sans pour autant euh, dire que non, une jeune fille qui n'a pas de douleur n'est pas une femme. Ça, ce sont des croyances et on peut respecter ces croyances-là, mais en apportant une vision décalée ou une vision en parallèle pour que ces femmes-là puissent avoir accès aux médicaments contre les douleurs pour vraiment les soulager, qu'elles puissent se sentir mieux. Donc, à DKT, je dirais à Lydia, c'est ça notre rôle principalement, être là, être très proche des jeunes filles parce que toute personne maintenant a un téléphone. Il suffit juste de nous écrire sur WhatsApp, j'ai cela, et on va vraiment t'aider à avoir des médicaments, à avoir des solutions, des conseils. Et si c'est quelque chose qui nécessite une consultation, on est là pour vous orienter vers un centre spécialisé et vous accompagner. C'est-à-dire, même après vous avoir orienté, on est là pour avoir un retour, pour voir comment vous vous sentez, est-ce que vous avez été prise en charge et autres. Merci beaucoup, Linda. Je vais juste, j'ai perdu mon idée entre-temps. Je te laisse prendre la parole, Zoé, le temps que ça revienne. Très bien. Merci beaucoup, Linda. C'est vrai que c'est très important pour nous aussi d'avoir une représentante du corps médical avec nous parce que pour lutter contre la désinformation,
qu'il faut avoir des informations fiables, scientifiques. Et au sein de ce webinaire, c'est Linda qui nous apporte toutes ces réponses. Donc, merci beaucoup, Linda. On va peut-être faire un petit tour de réponse aux questions. Voilà, j'ai sélectionné quelques questions qu'on m'avait envoyées en amont. J'avais envoyé un mail à tous les participants pour avoir déjà quelques questions de prêtes. J'aurais bien aimé les poser à Sita, mais Sita, oui, elle est là. Très bien. Alors, quel est le rôle concret des leaders communautaires dans la lutte contre les infox liés à la santé des femmes? Et également, comment pouvons-nous mieux sensibiliser dans nos localités, surtout dans les zones rurales, pour toucher efficacement les populations concernées? Sita, tu as un peu commencé à répondre au début de ce webinaire, mais peut-être tu peux développer un peu plus sur les techniques, sur la stratégie à adopter. Je t'écoute. Alors, je pense qu'elle n'est pas là. Ouais, Je pense que... je crois qu'elle n'est pas là. En attendant, Oui. je peux, Oui, Voilà. Marina, bien sûr. en attendant, je peux répondre à la question. La première chose, c'est effectivement qu'il faut qu'on informe les mamans et les papas. Ça, c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, on voit que, comme je vous disais tout à l'heure, une femme qui n'a pas eu les bonnes informations va avoir tendance à retransmettre ces mauvaises informations ou ces trop peu d'informations aux autres filles. Donc, la première chose, c'est de réconcilier les femmes avec elles-mêmes et que les femmes aient envie d'aider les autres filles qui passent après elles. Et ça passe par du vocabulaire positif. Vraiment, dire que les règles, c'est un signe de bonne santé. Ça veut dire que notre corps fonctionne bien. Donner des informations rassurantes. Et pour moi, quand on parle aux jeunes filles, il faut décorréler de la sexualité. Parce que qu'on ait une sexualité ou pas, on a un cycle menstruel. Donc pour moi, les premières explications doivent se passer juste autour des règles et du cycle menstruel pour que la jeune fille soit préparée à l'arrivée des règles, qu'elle sache comment les gérer, qu'elle se sente normale et en pleine forme d'avoir ses règles. Et quand elle va grandir, les questions de sexualité pourront arriver. Mais c'est souvent un problème qu'on a si on va dans les écoles, dans les villages et qu'on veut traiter en même temps les questions de sexualité et de cycle menstruel. C'est deux choses qu'on peut traiter complètement différemment. Donc, commencez par les filles jeunes autour de vous avec juste la question des règles et en expliquant avec des mots simples et toujours positifs. Faites attention au langage que vous utilisez parce que c'est vraiment ce qui va s'inscrire dans la tête de la fille. Et une fille qui se sent mal et qui se sent honteuse et qui se sent sale dès le jeune âge, c'est une fille qui aura du mal à se déployer dans la vie. Donc, c'est vraiment la première chose. Et le deuxième point, c'est les femmes. Effectivement, soyons solidaires les unes avec les autres. C'est pas parce que nous, on a souffert dans notre vie qu'on veut que les autres filles souffrent aussi. Il faut qu'on casse, nous, cette chaîne-là, parce on a vraiment ce problème. Les femmes qui ont souffert ont tellement galéré, et on en voit vraiment souvent, qu'elles sont devenues un peu aigries et elles-mêmes vont faire souffrir les autres. Donc là, vraiment, libérons la parole, parlons et soyons bienveillantes les unes avec les autres. Donc, si tu es revenu entre-temps, je lui redonne la parole. Désolée, j'ai eu un souci de connexion. Désolée à tout le monde. On est heureuse de vous revoir. Alors, du coup, on fait un petit moment questions-réponses. Sita, j'avais deux questions pour vous. Donc, quel est le rôle concret des leaders communautaires dans la lutte contre les infos liées à la santé des femmes et comment pouvons-nous mieux sensibiliser dans nos localités, surtout dans les zones rurales, pour toucher efficacement les populations concernées? Peut-être développer sur ce qui est fait avec l'ONG Happy Moms. Déjà dans Merci Zoé, et déjà dans les zones rurales, c'est vraiment fermé. Quand je dis c'est vraiment fermé, c'est pas, l'information ne passe vraiment pas. Et désolée si je vais indexer les hommes, mais les hommes, ils ne s'intéressent vraiment pas aux règles. Tout ce qui est santé de la femme et tout ça, les hommes s'en fichent un peu en fait. Donc, même lorsqu'on va faire des campagnes de sensibilisation, on n'a que des femmes. Et même quand on voit les hommes, on leur dit, venez participer, c'est pour vos filles, au cas où maman n'est pas là et tout. Eux, franchement, ils ne s'intéressent vraiment pas au sujet. Ils disent, non, les mamans sont là, les grandes-mères sont là. En fait, les règles, c'est les choses de femmes, comme on le dit. En fait,
Ça n'intéresse vraiment pas les hommes. Donc, du coup, s'il y a les hommes dans ce webinaire, vraiment les hommes, parlez à vos filles, soyez là pour vos femmes lorsqu'elles ont des règles douloureuses. Soyez, on dit masculinité positive, soyez des hommes qui, qui changent le monde, en fait. Voilà, soyez des hommes que ce soit par vous qu'aujourd'hui, les jeunes filles se sentent en sécurité pour parler, être à l'aise pour parler de leurs règles et autres. Donc, pour revenir à la question, faudrait que les chefs communautaires aussi puissent s'intéresser. Par exemple, à l'église ou bien dans les communautés musulmanes, c'est fermé. On n'a pas le droit de parler de ça là-bas. Donc, si moi j'ai mes règles à l'église, qui je dois voir si j'ai des règles à l'église, c'est peut-être les mamans ou bien les tontons qui sont là, qui doivent me dire, ah, va dans les toilettes, va te changer et tout. Il faudrait qu'on brise ce tabou-là, en fait. Si, faudrait pas que je sois délaissée à ma propre cause et perdue dans l'église comme ça ou bien à la mosquée comme ça. Il faudrait vraiment qu'on pense autrement. Et il faudrait que les leaders communautaires aussi puissent s'impliquer. Bon, nous, on n'a pas de problème. À chaque fois qu'on contacte les chefs du village pour dire on veut venir parler de règles dans vos villages, ils disent ah, mais c'est bienvenu parce que vraiment, nos jeunes filles-là, elles tombent enceintes à 13 ans, 14 ans ici. C'est parce qu'elles n'ont pas l'information sur les règles. Donc, eux, ils sont ouverts. Par contre, les chefs communautaires, ça va, mais il faudrait qu'ils soient un peu plus impliqués. Il ne faudrait pas qu'ils attendent les ONG qui vont venir, qui vont les interpeller pour dire on veut venir. Il faudrait qu'eux-mêmes aussi, ils puissent, que ce soit au Sénégal comme en Côte d'Ivoire ou bien dans d'autres pays d'Afrique, ils soient conscients de la chose, en fait, que voilà, on doit parler à nos jeunes filles. On peut peut-être organiser une réunion avec les femmes du village ou bien avec les hommes du village pour parler aujourd'hui des règles, pour parler aux jeunes filles. Si vous avez vos règles, n'ayez pas honte ou peur de nous approcher. Nous sommes vos papas, nous sommes vos mamans. On est là pour vous. Il ne faudrait pas forcément qu'on attende que l'aide vienne forcément d'ailleurs, en fait. Il faudrait que déjà, nous-mêmes, on soit investis dans nos différentes communautés. Je pense que Marina veut intervenir Oui. sur ce que En je fait, dis. je veux dire, moi j'ai parlé à des hommes et en fait, ils sont souvent écartés de la discussion. Donc, parfois, ça vient d'eux, ils s'y intéressent pas, mais parfois aussi, c'est nous les femmes qui les avons écartés en disant, Mhm. ça, c'est des histoires de femmes, ne t'occupe pas de ça, qu'est-ce que tu fais à poser des questions là-dessus? Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont envoyés balader. Donc, c'est aussi à nous les Vraiment. femmes, c'est nous les femmes qui élevons les enfants dans les maisons, hein. Donc, expliquer aux garçons quand même déjà dans les maisons comment respecter les filles, aider les sœurs quand elles ont leurs règles, peut-être aller leur acheter leurs serviettes, etc. Mhm. Les hommes, effectivement, ils vont être interpellés par les cas de grossesse précoce. Donc ça, c'est parce que les filles n'ont pas compris à quel moment vraiment du cycle elles tombent enceintes. Elles savent pas. Et comme on leur a dit, règles, tu tombes enceinte, elles pensent que c'est pendant les règles qu'elles ont le plus de chances de tomber enceinte. Donc, en fait, ça crée des grossesses indésirées. Et l'autre chose avec les hommes, c'est que, en fait, ça dépend l'angle qu'on prend pour leur expliquer. On ne prend pas le même angle quand on va expliquer à des jeunes filles que quand on va discuter avec des hommes. Les hommes, ce qui les intéresse, c'est comprendre leurs femmes. Nous, on a fait des ateliers dans plusieurs villes du Sénégal avec des hommes. Et au début, ils ont un peu de mal à rentrer, mais après, ils veulent plus sortir. Parce qu'on leur apprend à comprendre en fonction des différentes phases du cycle menstruel comment évolue l'humeur de leur femme, son énergie, ses besoins, ses Mhm. limites. Et là, ils nous disent, ah, mais voilà, mais je comprends enfin ma femme, mais on m'a jamais expliqué ça. Donc, pour les hommes, c'est hyper important que vous soyez là. Et aussi, les femmes, nous impliquons les hommes. On n'est pas obligé de donner tous les détails, mais il faut qu'on explique nous-mêmes. Et vous allez me dire, vous toutes, si vous êtes d'accord, parfois on a du mal à se comprendre. Alors, comment voulez-vous que si nous-mêmes on a du mal à nous comprendre, les hommes nous comprennent sans qu'on leur explique rien? C'est pas possible. Donc, je voulais juste faire cet aparté sur les hommes. À nous de les... Mhm. À nous de savoir leur parler et tout, mais il faudrait qu'eux-mêmes aussi s'intéressent au sujet parce que ce sont aussi les pères des filles. Les mamans ne seront pas forcément toujours là. Les mamans d'aujourd'hui, on aspire aussi à travailler dans les bureaux et autres. Bon, pas toutes, mais voilà quand même. Donc, on ne sera pas tout le temps là. Il faudrait que quand
ma fille reste à la maison avec son papa, elle soit à l'aise de lui parler de ses règles et que le papa aussi puisse répondre. Je n'indexe pas les hommes, mais je vous incite à être plus ouvert sur le sujet parce que ça, les règles, c'est l'histoire de tout le monde aussi. Et quand c'est pour, désolée, je vais dire une bêtise, mais quand c'est pour calculer et connaître quand est-ce qu'il faut aller faire les choses, là, vous connaissez. Mais quand c'est pour aller acheter les serviettes hygiéniques et tout, là, non, non, c'est les histoires des femmes. Donc, je ne sais pas si DKT International reçoit des appels des hommes et généralement, je sais pas, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils vous posent comme question ici et est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à ce sujet-là et je veux savoir ce qu'ils demandent aussi quand ils vous appellent, en fait. Je suis curieuse de savoir ça. Du coup, je Alors laisse la oui, parole à Linda. oui, les hommes nous appellent. Les mamans nous appellent, les jeunes filles nous appellent. Alors les hommes, oui, pour s'intéresser au cycle des femmes, sur les questions sur les règles aussi, sur eux-mêmes la sexualité et sur les infections sexuellement transmissibles et moyens de prévention. C'est globalement, on répond à toutes les questions dans ce sens. C'est bien vrai qu'il faut impliquer les hommes, mais il faut aussi qu'on sache où est-ce que ces hommes doivent pouvoir avoir cette information, que les mamans ou les jeunes filles doivent pouvoir avoir ces informations pour bien communiquer et savoir comment faire. Alors, je dirais à travers les réseaux, à travers, quand je dis les réseaux, c'est là où il faut vraiment faire attention, savoir où chercher l'information, c'est-à-dire détecter si c'est une page qui est, où les informations sont vraies et sont bonnes, ou bien c'est juste une page de quelqu'un, une personne lambda qui ouvre son live pour parler de santé sans pour autant maîtriser le domaine. Donc, comme les pages de Lydia, où on donne des informations sur tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Donc, j'incite les hommes, les femmes, les jeunes filles à suivre ces pages, à écouter des panels, des canaux sur tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Ça leur permettra de mieux maîtriser ce sujet pour appliquer ou en parler à leurs enfants et à leurs femmes ou compagnes. Donc, en tant que sage-femme, c'est plus axé sur la communication, l'explication concrète et médicale de cycles menstruels, de règles, mais aussi plus tard de sexualité et de moyens de contraception. C'est très important parce que du moment où on parle de cycle menstruel, on parle de puberté, la sexualité s'ensuit et les moyens de prévention d'une grossesse non désirée s'ensuit également. Donc, nous, les questions qu'on a globalement sur cela, c'est plus par rapport au calcul du cycle menstruel. C'est-à-dire que c'est très important pour ces filles-là de savoir comment calculer leur cycle. Pas forcément pour avoir un rapport sexuel, mais pour attendre leur prochaine règle. Parce que c'est pas agréable d'être là, de voir un beau jour des saignements qui sortent sans pour autant savoir quand est-ce que ça doit venir. Alors nous, on les aide à calculer les cycles pour pouvoir se préparer et eux, à leur tour, expliquer ou bien en parler à leurs amis ou bien les papas en parler à leurs enfants. Donc, je peux dire qu'actuellement, les hommes sont beaucoup plus impliqués. Nous, en tout cas, on reçoit beaucoup d'hommes qui sont impliqués et qui nous suivent sur les réseaux, qui posent des questions parce que je pense que ce sont les seuls moyens ou bien les moyens les moyens phares pour avoir l'information, la bonne information sur tout ce qui est santé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, merci beaucoup, Linda. Il y a aussi Ajouter un tout petit truc à Oui. ce que dit Linda. Il y a un petit côté hypocrisie. Bien sûr, c'est tabou, ces sujets-là. Et en fait, moi, à chaque fois que j'ai fait des focus group, en fait, les gens, ils étaient hyper contents de parler. En fait, dès qu'on crée un espace de discussion safe où on ne va pas les juger, les gens parlent. Et ils posent plein de questions. Donc, c'est pas si tabou que ça. C'est surtout qu'il n'y a pas d'espace de discussion safe pour en parler. Donc, voilà, c'était juste ce que je voulais Oui, rajouter. effectivement, parce que derrière le téléphone, ils sont plus à l'aise
sachant que non seulement la personne ne les connaît pas, parce que nous, la discussion est confidentielle et anonyme. Donc, le fait qu'ils sachent que la personne ne les connaît pas forcément et que c'est derrière un téléphone, ils peuvent poser toutes les questions et ils reviennent à chaque fois parce que également, comme nous sommes un personnel médical, nous sommes des sages-femmes diplômées, le côté euh, médical fait qu'ils sont à l'aise pour en parler et ils savent qu'ils auront les réponses appropriées. En plus des réseaux sociaux, tous les émissions sur la santé, les podcasts, les web-séries, tout ça, ce sont des moyens qui permettent aux gens de mieux connaître leur santé, de mieux s'informer et d'être prêts à faire face à de potentielles pathologies ou bien de potentiels, comment dirais-je, c'est-à-dire des moyens pour qu'ils puissent eux-mêmes savoir quelle conduite tenir devant toute situation. Et du coup, nous, on voit souvent les gens, ils ont peur d'aller voir des sages-femmes ou des professionnels médicaux parce qu'ils ont peur d'être jugés. Euh, et je pense que ça évolue aussi. Donc, c'est pour ça que nous, on Oui. travaille beaucoup avec le call center Lydia, avec Linda, par exemple, parce que là, c'est des sages-femmes qui sont formées et qui sont bienveillantes. Donc, la bienveillance dans tous nos échanges, c'est fondamental. Il y a une petite hypocrisie aussi que je remarque souvent quand je fais les formations sur le terrain, c'est que on dit toujours aux jeunes, la meilleure contraception, c'est l'abstinence. OK, la meilleure contraception, c'est l'abstinence. Sauf que dans la réalité du terrain, quand on regarde les jeunes, en tout cas au Sénégal, il y a une grande activité sexuelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme les yeux et on dit non, normalement, il ne doit pas y avoir d'activité sexuelle avant le mariage et donc on garde le même discours? Ou est-ce qu'on dit les religions préconisent l'abstinence avant le mariage. Maintenant, si vous décidez, et c'est votre responsabilité, vous prenez votre responsabilité personnellement, si vous décidez d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, voici les méthodes qui existent. Mais je pense que c'est aussi important d'arrêter cette hypocrisie parce que ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Moi, je vois plein de campagnes où on va dire tout le temps la même chose aux jeunes, alors que la moitié des jeunes qu'on a devant nous, ils ont une activité sexuelle. Donc, ça veut dire qu'on ne leur donne pas les infos pour préserver l'apparence. Donc, il faut trouver un moyen de quand même donner les infos tout en disant, voilà les préceptes de votre religion. Pour moi, ce n'est pas incompatible. Oui, je pense que la communication doit se faire à tous les niveaux, que ça soit au niveau des relais communautaires qui vont parler aux jeunes filles, aux mamans, que ça soit nous à notre niveau, c'est-à-dire nous sommes directement en contact avec ces personnes qui viennent consulter, parce que la plupart qui viennent consulter, c'est plus par rapport à une pathologie concrète, c'est pas parce que la personne veut savoir comment se faire calculer son cycle qu'elle va se rendre à l'hôpital. Donc, la communication doit non seulement se faire au niveau des relais communautaires qui vont aller vers les parents, vers les jeunes pour leur expliquer l'importance de briser ces tabous, mais également au niveau de médical, nous qui recevons ces personnes en consultation, qu'on leur explique que c'est très important, oui, de venir se faire consulter, mais également de parler, de maîtriser certains domaines, certains sujets pour pouvoir communiquer. Et sur les réseaux, les groupements de jeunes, aussi c'est très important qu'autour d'eux, une communication via les réseaux se fasse pour que les tabous soient brisés, que la communication puisse passer clairement, sans tabou, sans hypocrisie, parce qu'on sait très bien ce qui se passe, mais peut-être pour les apparences, on est là à masquer, à ne pas faire face à la réalité. Et c'est ce qui crée beaucoup plus de problèmes. C'est ce qui fait que l'enfant ne sait pas, mais il va chercher à savoir. Dans le chat, on a pas mal de réactions, donc super, merci beaucoup à vous. Vraiment, vous êtes super dynamique et réactif. Ça fait vraiment plaisir de savoir que ce sujet fait parler, mais ça veut aussi dire que justement, on n'en parle pas assez en huis clos ou même en communauté. Et là, ça permet de libérer la parole. Il y avait pas mal de questions par rapport au fait que sur l'école, est-ce qu'en fait la santé menstruelle, sexuelle, etc., c'est un sujet qui est, où on est sensibilisé à l'école? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que le corps médical fait souvent? Est-ce qu'il y a des ONG qui sont peut-être
je ne sais pas, engagé pour en parler? Quel est le rôle du gouvernement là-dessus, sur l'éducation, en fait? Parce qu'on parle d'éducation, mais l'éducation, ça passe aussi par l'école. Et à l'école, on pourrait apprendre ce genre de choses. Est-ce que une de vous voudrait répondre à ça? Je laisse Sita commencer, puis après je compléterai sur le Sénégal. Merci Marina. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a pas mal d'ONG qui font des campagnes dans les écoles, qui offrent des serviettes hygiéniques dans les écoles, aux différentes directions des écoles, pour que les filles ne soient pas empêchées de faire cours lorsqu'elles ont leurs règles, elles puissent se diriger vers l'administration, bien vers l'infirmerie, pour qu'on puisse leur donner des protections et tout. C'est pas encore partout, mais ça commence déjà, mais déjà aussi, nous, de notre côté, on va exhorter les écoles à ne pas aussi attendre que les ONG viennent vers eux. Il faudrait que ça soit de leur responsabilité en tant que direction et en tant qu'humain, en tant que personne, de s'intéresser déjà à la santé menstruelle des jeunes filles parce que lorsqu'on a les règles, on n'a pas de protection. Et bon, je ne sais pas pour vous, Linda, Marina et Zoé, mais moi, j'ai eu mes premières règles à l'école. Moi, j'ai eu mes premières règles à l'école et j'avais personne vers qui me tourner. Ce sont, comme ils ont dit dans le chat, mes petites copines de l'école qui m'ont dit, ah, voilà ce qu'il faut faire, allons à la boutique et tout. Donc, comme moi, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont leurs premières règles à l'école et les mamans ou les papas ne sont pas présents dans l'immédiat. Donc, si tu vas à l'école dans une autre ville ou bien dans un autre village, tu es obligé d'attendre le soir pour venir en parler à ta maman. Donc, si tu n'as pas été informé de qu'est-ce que c'est que la menstruation déjà à la maison, c'est à l'école en fait que tu vas avoir tes règles. Donc, les directeurs d'école et même le ministère de l'Éducation nationale même doit se pencher là-dessus pour pouvoir au moins passer ces informations-là à l'école, sensibiliser les jeunes filles à l'école et aussi laisser des serviettes hygiéniques ou autre chose à l'école pour que déjà on se sente en sécurité, pour ne pas qu'on panique. Déjà aussi, il ne faudrait pas qu'on attende toujours les ONG, les ONG aussi ne peuvent pas tout faire toutes seules ce travail-là. Voilà. Donc, je laisse la parole à Marina. En fait, dans les écoles, ça vient trop tard. En général, c'est en classe de 4e qu'on aborde ces questions et les filles, elles ont déjà leurs règles depuis longtemps, la plupart des filles en 4e. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faudrait phaser les informations. C'est-à-dire, il faudrait commencer en fin de primaire, en classe de CM1, CM2, avec des informations très basiques, juste sur le cycle menstruel et les règles. Que les filles et les garçons sachent qu'est-ce que c'est les règles, c'est normal, c'est signe de bonne santé, etc. Et que chaque année, on rajoute des petites briques parce qu'un enfant de 12 ans, effectivement, on ne va pas lui expliquer la contraception, mais il a besoin de savoir. Donc, je pense qu'on doit y aller étape par étape. Nous, la technique qu'on choisit, c'est de faire parce que je voyais dans les commentaires là qu'effectivement, avec certains sujets, on ne rentre pas dans les écoles. Donc, si on va dans une école parler de la contraception, on va nous dire c'est de l'incitation à la sexualité. Donc, la méthode que nous, on a choisie, c'est de faire des petits livrets qui sont vraiment que sur le cycle menstruel et de mettre derrière le numéro de téléphone de Lydia, les sages-femmes Lydia, et en se disant, voilà, à l'école, on donne les informations de base, mais on ouvre des portes, on leur donne des contacts, des endroits où ils peuvent avoir des informations complémentaires. Nous, c'est la manière dont on fait pour pouvoir communiquer. Mais si on essaye de dire trop de choses à l'école, ça ferme toutes les portes. Donc, je pense qu'il faut mieux semer des petites graines, déjà faire en sorte que les filles aient confiance en elles, se sentent normales, se sentent bien, que les garçons ne se moquent pas des filles et qu'elles sachent où aller chercher les informations complémentaires. Alors, Si chez les je peux me permettre, pardon Linda, vas-y, excuse-moi. Si vas-y. je peux me permettre, en fait, je voulais dire que, bon, désolée d'insister sur la zone rurale, c'est mon domaine d'intervention, mais je veux insister pour dire aussi, en zone rurale, dans les écoles, il faudra aussi faire très attention parce que tu ne peux pas aller parler de règles. C'est pour ça que nous, on ne va pas dans les écoles en zone rurale, on préfère aller directement, on prend un samedi, comme ça, toutes les jeunes filles sont là sur la place publique et tout, et on parle des règles avec l'accord des mamans.
Parce que si on va à l'école et qu'on dit on est venu faire une sensibilisation sur l'hygiène menstruelle, c'est comme si on insistait les jeunes filles, comme Marina l'a dit, à la sexualité. On venait les initier à la sexualité parce que là-bas, c'est encore tabou. Il y a des villages encore où, franchement, faut même pas ouvrir ta bouche pour dire j'ai mes règles. Ça ne se fait pas, en fait. Donc, en zone rurale, faut vraiment faire très, 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 très attention lorsque tu vas à l'école. Et si tu dis, tel jour, venez à l'école, on va vous parler des règles, il y a des parents qui sont capables de ne même pas envoyer leurs enfants à l'école ce jour-là parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de règles et de menstruation à leurs enfants. Parce que pour eux, une fois qu'on dit règles, c'est rapport sexuel, c'est sexualité, c'est avortement, c'est tout ce que vous voulez, en fait. Donc, eux, ils préfèrent rester fermés et éduquer leurs filles dans leur cercle culturel, si je peux le dire ça comme ça. Je te redonne la parole, Linda. Oui, alors merci Sita. Donc, nous, à DKT, on est très ouverts par contre. On fait des sensibilisations sur les moyens de prévention des IST à travers les réseaux, à travers des campagnes de sensibilisation. C'est vrai que c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet qui est là, qui est vraiment présent et c'est important d'en parler. C'est vrai que là, parfois, les autorités bloquent certains moyens de communication en pensant que c'est le fait de les inciter à faire, alors que non, c'est juste un moyen de prévention. On est un peu, on se cache toujours derrière le fait que ça soit un sujet tabou pour ne pas parler de ça, avoir la sincérité et non l'hypocrisie de parler de ça. C'est ce qui fait que les jeunes filles qui sont actives, ou les ados qui sont actifs sexuellement, ils vont sans pour autant connaître les moyens de précaution, c'est-à-dire les préservatifs par exemple, et sans même savoir comment, même sans protection ou avec protection, éviter les grossesses non désirées. Donc, Lydia, à travers le centre d'appel, donne des informations relatives à ces moyens de prévention et DKT aussi fait des campagnes, pas plus tard que à la Saint-Valentin, on a fait une campagne, on a distribué des préservatifs gratuitement et même pour distribuer, c'était tout un problème. Il y en a qui pensent que s'ils prennent un préservatif, on va les juger. Alors que non, nous, notre rôle, c'est sans jugement, en fait, juste vous faire comprendre que la sexualité, ça se protège. Et quand vous êtes protégé, vous évitez certaines infections, certaines maladies, notamment le VIH-Sida. Alors, c'est une communication pas du tout facile, mais c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire si on veut lutter contre ces maladies-là, si on veut faire évoluer les choses. Il faut foncer, il faut pouvoir en parler, mais chercher le bon mot, en fait, les bons mots, les bons gestes pour ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes. Parce qu'il y en a qui ont leurs propres croyances et forcer peut faire qu'ils soient un peu biaisés, alors que c'est pas, au début, c'est pas l'objectif principal. C'est ça. Moi, je trouve que on a beaucoup critiqué. Et c'est bon de critiquer parce qu'il faut regarder les problèmes en face. Mais critiquer ne suffit pas. Il faut aussi proposer autre chose. Donc là, je vois dans les commentaires, il y a beaucoup de choses autour des médias, des plateaux télé, des réseaux. Nous, c'est pour ça qu'on a fait la série sur YouTube qui s'appelle Where We. Et c'est une série de fiction qui se passe dans un collège au Sénégal avec des jeunes filles et les profs et les parents. Et en fait, ce qu'on essaye de faire dans cette série, c'est de montrer une autre façon de faire, en fait, une autre façon possible. Parce que je dis, c'est bien de critiquer, mais il faut aussi inspirer et donner d'autres modèles possibles. Donc, je pense qu'on doit utiliser les réseaux, il faut utiliser les canaux où les jeunes sont. Aujourd'hui, les jeunes regardent des séries. Alors, parlons-leur à travers les séries. Pour moi, on est responsable aussi dans les séries des messages qu'on véhicule. On est comme tous les athlètes, les chanteurs, les Instagrammeurs sont des gens qui sont responsables de la parole qu'ils véhiculent parce qu'ils ont une grande influence. Donc, dans la série, vous regarderez, vous nous direz ce que vous en pensez, mais vous verrez, on propose aussi des choses sur le rôle du papa, on propose des choses sur les conversations sous forme de fiction, et ça aide à s'imaginer autre chose, parce que la plupart des temps, les gens me disent, oui, mais Marina, c'est pas possible ici au Sénégal de faire ça. C'est difficile.
mais c'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est possible. Il y a des manières. Donc, on en propose certaines dans la série et vous allez tous, je pense, en trouver aussi de votre côté. Et juste pour rebondir sur le point de Linda au sujet de la contraception, l'hypocrisie qu'il y a au niveau du Sénégal. Donc, effectivement, une fille ne veut jamais être surprise avec des préservatifs dans son sac, une pilule, etc. Donc, en fait, on se rend compte que un des médicaments les plus vendus au Sénégal, c'est la pilule du lendemain. Parce qu'en fait, les filles, elles utilisent ça comme contraception tous les jours parce que c'est discret. Elles ont un rapport sexuel, elles vont le lendemain chercher la pilule, elles prennent ça, comme des bonbons. Donc, c'est là où on voit le problème de ne pas parler. Et aujourd'hui, on ne peut plus continuer à ne pas parler. Donc, on peut décider ce qu'on dit, à quel âge, dans quel contexte. Ça, je pense que c'est très important de le faire. Mais il faut impérativement parler. Et pas que critiquer. Il faut aussi donner des clés et donner des exemples. Oui, Voilà. le Je peux danger, me en fait, permettre de c'est rebondir sur ce que Marina a dit. Désolée encore, Linda. En fait, l'hypocrisie, c'est pas seulement qu'au Sénégal. Ici aussi, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. On a eu des campagnes de sensibilisation où on a reçu des préservatifs des partenaires. Lorsqu'on discutait avec les jeunes filles, on demandait aux plus grandes, bien sûr, celles qui avaient déjà des enfants et tout, 18 ans jusqu'à 25 ans, parce qu'on les place par âge, des plus petites jusqu'aux plus grandes pour pouvoir faciliter la communication. Donc, aux grandes, on leur disait qui sont celles qui sont sexuellement actives. On voyait d'autres avec les enfants, mais on voulait qu'elles s'ouvrent à nous. Elles disent non, moi je ne fais rien, moi je ne fais rien, moi je ne fais rien. On dit bon, ok, vu que vous ne faites rien, on a apporté des préservatifs, du coup on retourne avec nos préservatifs qu'on a apportés. Là, en même temps, il y a tout le monde qui veut. Non, moi je veux, c'est pour donner à mon oncle, c'est pour mon... En fait, l'hypocrisie, c'est pas qu'au Sénégal. C'est pas qu'au Sénégal, c'est partout, en fait. On ne peut pas accepter de voir une jeune fille avec un préservatif. On va directement la juger. Alors que, bon, il faudrait qu'elle aussi, elle puisse penser précaution, en fait. Voilà, donc je te redonne la parole, Linda. oui, c'était pour rebondir par rapport à la pilule du lendemain. C'est pas juste au Sénégal, hein, c'est dans presque beaucoup de pays où c'est vendu comme des petits bonbons. Parce que tout simplement, elles ont plus peur d'adopter une méthode de contraception que de prendre la pilule du lendemain. C'est vrai que c'est une pilule d'urgence, mais c'est une pilule qui est fortement dosée. Et ce serait préférable d'adopter une méthode de contraception si on a une sexualité euh, que de prendre la pilule après chaque rapport. Mais elles n'ont pas cette information-là, en fait. Elles n'ont pas cette information non seulement à travers nous, le personnel médical, parce que parfois elles n'avouent pas en prendre plusieurs fois, mais aussi au niveau de la pharmacie, elles se braquent parfois quand le pharmacien essaie de les sensibiliser. Et les amis n'ont pas les bonnes informations. Les proches vont te dire, si après un rapport, tu peux prendre la pilule du lendemain, sans pour autant expliquer que oui, tu peux alterner, avoir une alternative en prenant une contraception. Et ce sujet de contraception envers maman et enfant et jeune fille non mariée, je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais dans certaines communautés, ce sont les mamans même. Parfois, nous, chez Lydia, on reçoit des mamans même qui veulent mettre une méthode à leurs enfants. Parce qu'elles savent que l'enfant est actif sexuellement et qu'il faut mettre une méthode. Et ça, c'est quelque chose qui est à féliciter. C'est un fait qui est là. Ton enfant a une sexualité, tu l'aides à avoir un moyen de communication, un moyen de contraception, mais non seulement tu l'aides à avoir un moyen de contraception, mais nous, au niveau de Lydia, on t'aide à pouvoir communiquer à propos de l'abstinence, à propos de ces moyens de contraception, à propos de la sexualité avec ces moments-là pour qu'il y ait moins de dégâts, si je peux le dire ainsi. Et on sait très bien que celles qui n'ont pas assez d'informations sur la contraception, elles peuvent avoir une grossesse non désirée et par conséquent, il y aura beaucoup de choses qui vont s'en suivre et ce sera compliqué en fait pour la suite. Du coup, Linda, moi, j'aimerais que, vu que tu es du corps médical, j'aimerais que tu reviennes encore sur la pilule du lendemain parce que je vois beaucoup de commentaires dans le chat. Alors, Oui. c'est quoi
je me permets de poser la question si je peux. J'aimerais que tu parles de la bonne fréquence. Comme j'ai lu dans les commentaires, en fait, les jeunes filles prennent ça comme des bonbons, comme tu l'as dit. À chaque rapport, chaque mois, chaque 2 semaines, elles vont aller prendre ces pilules du lendemain, là. C'est quoi concrètement, pour que moi aussi je puisse aller dire lors de Ouais. mes sensibilisations, c'est quoi la fréquence? C'est quoi la bonne fréquence pour utiliser et c'est quoi le risque, en fait, lorsqu'on le prend tout le temps? Alors, je vais te donner une explication très simple. La pilule du lendemain, c'est une pilule d'urgence. Ça veut dire quand il y a une urgence, on la prend. On ne peut pas avoir plusieurs urgences dans une semaine. On ne peut pas avoir plusieurs urgences. Donc, c'est une pilule que tu prends pour te dépanner. C'est-à-dire, tu as eu un rapport, tu n'es pas sous contraception, tu la prends, tout simplement. Alors que les moyens de contraception, ce sont des moyens qui ont été mis en place pour éviter une grossesse sur une courte ou sur une longue durée. Par exemple, si c'est la pilule quotidienne qu'on prend tous les jours, c'est une pilule d'un mois. Donc, c'est une pilule de courte durée. Il y en a d'autres méthodes qui vont faire 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais toute méthode est adaptée en fonction de son dosage. Une pilule que tu vas prendre tous les jours sera microdosée par rapport à une pilule d'urgence qui sera fortement dosée. Donc, je ne dirais pas qu'il faut dire non, il faut prendre une fois par semaine, il faut prendre 2 fois par mois, il faut prendre... Non. Il faut juste expliquer que c'est une pilule d'urgence qui se prend exceptionnellement. Et par rapport au dosage, je le répète, elle est fortement dosée parce que de par son mode d'action, elle vient décaler ou bloquer une ovulation. C'est-à-dire, tu la prends, elle te permet de ne pas avoir de grossesse. Mais elle n'est pas efficace à 100%. Aucune des méthodes d'ailleurs n'est efficace à 100%. Il y a forcément un pourcentage d'échec. Et donc, cette pilule-là, si tu la prends plusieurs fois, ça peut, si ça s'est décalé, tu prends une autre pilule qui va encore décaler, tu prends une autre pilule qui va encore bloquer, ça peut amener à un dysfonctionnement. Parce que la personne et la femme, elle est faite de sorte que tu as ton cycle menstruel, après il y a l'ovulation. Pendant le cycle, il y a une période où tu auras une ovulation. S'il y a une ovulation, c'est-à-dire si l'œuf sort pour être fécondé, si ça ne sort pas, si ça sort autant pour moi et qu'il n'y a pas eu de rapport et qu'il n'y a pas eu fécondation, après il y aura les règles. Donc, si tu prends plusieurs pilules, ça peut créer un dysfonctionnement qui va faire que la femme aura des troubles du cycle. Tu peux avoir des petits saignements, avoir tes règles ou pas. Donc, tout ce que tu peux leur dire, je le répète, c'est que c'est une pilule d'urgence et qu'il y a des méthodes de contraception pour une courte ou pour une longue durée. C'est tout simplement ça. Et de ne pas avoir peur de se renseigner ou d'être jugé auprès d'un personnel. Mieux vaut avoir la bonne information que de rester dans l'ignorance et avoir après des difficultés ou des problèmes sanitaires. Merci Linda. Je voulais aussi souligner qu'on travaille avec les sages-femmes et les infirmiers dans les différentes communautés, les différents villages où on part. Mais vu que c'est des petits villages, les sages-femmes connaissent majoritairement les jeunes filles. Du coup, les jeunes filles ont peur de se tourner vers les sages-femmes parce que les sages-femmes les jugent aussi. Parce que si, Mm. je dis tout et n'importe quoi, X a pris la pilule du lendemain aujourd'hui. Et un mois plus tard, elle va encore aller réclamer une autre pilule. Au lieu de lui parler comme tu es en train de le faire actuellement, elle va dire, ah, encore toi, pilule du lendemain, désolée de parler en ivoirien, mais encore toi, vous ne pouvez pas vous protéger, tu vois. Et ça peut frustrer. Au lieu de donner la bonne information sur la pilule du lendemain, par exemple, la jeune fille va se braquer et elle peut se cacher pour utiliser ça alors que ce n'est pas bon, en fait. Donc, les sages-femmes et les infirmiers des différentes communautés aussi doivent apprendre à parler avec plus de sagesse et être Mm. conscient que ça peut frustrer et faire retrancher la jeune fille en elle-même. En fait, elle va se braquer et tout ça. C'est ce que je voulais souligner, en fait. Oui, c'est très important aussi que le personnel médical puisse faire la part des choses entre moi, sage-femme, et qui connaît la maman de la jeune fille qui est venue, et moi, sage-femme, qui ne m'occupe que de mon travail médical. Et ça, c'est pas du tout facile. L'éducation de la personne
entre en jeu ou bien le fait qu'elle soit apparentée à la personne qui vient impacte sur la qualité des soins. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont au niveau des villages les plus reculés, qui n'ont pas accès à Internet, qui ne peuvent pas forcément parler à Lydia, mais c'est là qu'intervient le rôle des relais communautaires. Parce que je pense qu'un relais communautaire doit être impartial, il ne doit pas mélanger ses propres valeurs et juger les personnes qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Donc, ces relais doivent pouvoir discuter, informer et sensibiliser les jeunes. Ces sages-femmes ou infirmiers aussi sont dans l'obligation de prodiguer des soins sans jugement pour que ces ados puissent aller tranquillement vers ces centres. Parce que après la famille, après les amis, c'est le personnel médical. Si au niveau de ces personnels-là, ils n'arrivent pas à être eux-mêmes, ça devient vraiment compliqué. Ici, au niveau urbain, c'est plus facile parce qu'il y a les spots radio, il y a les publicités où on parle de préservatifs sur les réseaux, on partage des informations sur la santé sexuelle avec les chatbots, avec les applications, avec les séries. On explique comment faire. Mais ces personnes-là qui n'ont pas accès aux moyens de communication, qui ne voient personne, ils sont plus, euh, ils sont plus sujettes à faire recours à certaines pratiques. Alors, on a beaucoup de questions dans le chat. J'essaie vraiment de tout suivre, mais c'est compliqué. Mais c'est très bien. Ça veut dire que ça vous intéresse. Donc, c'est super. Il y a notamment des hommes qui ont posé des questions, notamment sur le fait de pouvoir s'instruire un peu plus sur le sujet de la santé menstruelle, santé reproductive, etc. Qu'est-ce que vous conseillez aux hommes comme application, comme site, etc., comme stratégie aussi, pour les faire se sentir intéressés, impliqués dans ces sujets qui les touchent, de près ou de loin, mais notamment de près. Est-ce que, par exemple, l'application Where We permet aux hommes aussi de se former sur ça, sur ces sujets-là, sur les cycles? En fait, effectivement, maintenant, il y a quand même de plus en plus de ressources intéressantes qui existent. Alors déjà, appeler les sages-femmes, c'est le plus simple. Je pense que Linda, tu pourrais mettre le numéro du call center dans le chat. Le call center Lydia, c'est la solution la plus rapide. Il y a l'application Where We qui est principalement destinée aux filles et aux femmes, mais on a fait une entrée simple où on n'a pas besoin de faire le calcul du cycle menstruel pour que les hommes puissent aussi consulter l'application. Il y a aussi l'application Hello Ado qui est faite par le RAES, qui là est adaptée pour les hommes et ils ont vraiment plein d'informations sur ces questions là-bas. Donc nous, nos outils Where We sont quand même surtout pour les femmes, à part la série sur YouTube, elle est vraiment pour tout le monde, pour les hommes, les garçons, les professeurs, les mamans, tout le monde. Et après, Hello Ado et Lydia Conseil pour plus d'informations pour les hommes. Et parlez-en, parce que nous, ce qui nous sauve les filles, c'est que quand même, on en parle entre nous. Les hommes, entre eux, pour aborder ces sujets-là, c'est autre chose. Donc, il faut qu'on réussisse à dépasser ça petit à petit. Parce que, encore une fois, à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est là où il n'y a pas eu de la parole. Et où il n'y a pas eu de la parole positive et sans jugement. Donc, c'est hyper important. Effectivement, sur les sages-femmes, moi, j'ai eu plein de cas de jeunes filles, parce que quand je fais des animations, je leur dis toujours, à partir du moment où vous avez vos règles, allez au moins une fois par an voir une sage-femme ou un gynécologue. Mais elles me disent, dès que tu t'approches du poste de santé, les gens se disent, ça y est, elle a des relations sexuelles, elle va chercher un moyen de contraception. Au lieu de se dire, bah, c'est bien, elle va prendre soin de sa santé. Donc, c'est vrai qu'il y a tout cet imaginaire collectif aussi à déconstruire et à reconstruire de façon plus positive.
Merci beaucoup. J'essaie de mettre les liens et le nom des... Alors, juste une question sur Where We qui est plus en milieu urbain. Alors, en fait, on a essayé de faire des outils digitaux pour que ça aille partout. Donc, en fait, Where We est utilisé partout. Même en Côte d'Ivoire, on a des utilisateurs de Where We. Et on a le petit livret papier qui est fait pour ceux qui n'ont pas Internet. Donc, à chaque fois qu'on peut, dans les régions, on distribue les livrets Where We. Et on est en train de travailler sur une version offline de l'application pour qu'elle soit utilisable même quand on n'a pas de connexion. Donc, on essaye de faire un petit peu tout, mais il y a plein d'acteurs aussi terrain, comme Sita en Côte d'Ivoire. Et donc, nous, on est aussi très partant pour mettre à disposition nos outils pour tous les acteurs qui sont sur le terrain et qui les utilisent pour faire les sensibilisations. Oui, il y a également la série C'est la vie, où c'est carrément un environnement de sage-femme, hôpital et famille, où je pense que la série est suivie à travers l'Afrique et il y a beaucoup de sensibilisation sur les règles, sur le personnel de santé. C'est-à-dire que c'est une série qui va toucher non seulement les sages-femmes, les infirmiers, les relais communautaires, mais les jeunes, les ados et les mamans. Et j'incite à ce qu'on puisse suivre la série parce qu'il y a vraiment des messages importants qui sont relayés et qui pourraient beaucoup aider à tous les niveaux. Donc, dans les commentaires, j'ai mis les pages et les numéros de Lydia. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, à visiter les pages. Marina, si tu peux faire de même pour l'application, moi, je recommande fortement parce que nous travaillons avec URI et les jeunes filles ont déjà une idée sur le cycle avant même de nous écrire. Et c'est ce qui est très bien déjà. C'est ça, nous, dans l'application Where We, on a fait en sorte que quand on n'arrive pas à répondre à la question, on l'oriente tout de suite vers la sage-femme de Lydia. Et on a aussi un chatbot, donc c'est gratuit 24 heures sur 24. Donc je vais vous mettre le numéro aussi du chatbot. Je voulais juste dire sur les séries, la série Where We et la série C'est la vie, c'est des très bons outils aussi dans les régions. Vous organisez une projection et un débat. Donc, c'est hyper facile. Vous venez, vous projetez le film. Donc, un épisode, un débat, un épisode, un débat. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour les gens de s'exprimer parce que du coup, on ne parle pas de leur cas personnel. On parle des personnages dans la série. Et donc, ça facilite beaucoup le dialogue parce qu'on peut critiquer, on peut rire, etc. Parce qu'on n'est pas soi-même devant les autres. Donc, les séries Where We et C'est la vie sont des très, très bons outils pour organiser des causeries et des débats en ville ou en région. Alors, je vais rajouter, ce qui est intéressant chez Lydia, c'est que on est basé au Sénégal, mais on parle plusieurs langues. On a, je ne sais pas s'il y a des Togolais, on parle les langues togolaises, les langues béninoises, les langues sénégalaises, les langues locales, l'anglais, le français. C'est-à-dire que toute personne qui veut juste nous contacter, ce sera très facile. Vous pouvez écrire, appeler ou envoyer des messages audio pour mieux communiquer, pour poser des questions et vraiment nous serons ravis de répondre à vos questions. Je veux juste ajouter que n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. N'hésitez pas à aller voir les chefs communautaires, à vous rapprocher de certaines associations pour organiser autour de vous ici ce genre ces campagnes de sensibilisation-là en milieu rural sénégalais comme ivoirien parce que Marina, Linda et moi, on ne pourra pas faire à nous toutes seules tout le boulot. Donc, dans vos différentes organisations, n'hésitez pas aussi à prendre le devant, à faire à faire les choses, comment je vais dire ça? À bien faire les choses, à prendre le relais dans vos différentes communautés, dans vos différents villages, à parler de règles pour qu'on puisse ensemble apporter la bonne information autour de la menstruation. En tant qu'homme aussi chez vous à la maison, vous pouvez contribuer déjà en allant acheter les protections pour les femmes ou bien les filles de la maison, en étant ouvert sur le sujet, parce que si vous êtes des papas fermés, que vous n'y riez pas du tout,
vos filles n'oseront pas venir vous parler de leurs règles et de leur menstruation. Donc, sur ce côté-là, il faudrait que vous soyez des papas poules ouverts à qui les filles soient en sécurité et promptes à venir vous parler de leurs règles, de leurs douleurs et de leurs petits copains pour que vous puissiez mieux les surveiller entre crises pour ne pas qu'elles fassent des bêtises, en fait. Il ne faudrait pas qu'on reste carré, 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 carré. Il faut chicoter quand il faut chicoter, mais il faut aussi être, apporter l'information, surtout la bonne information quand il le faut. C'est ce que je voulais rajouter. Il ne faut pas se voiler la face, quoi. Il vaut mieux être là et donner les infos que de faire semblant de ne pas voir et l'enfant fait n'importe quoi. Et je voulais aborder le sujet de la douleur parce que ça, c'est aussi un sujet sur lequel il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent. Par exemple, on m'a dit récemment qu'en Casamance, on dit aux filles que pour avoir moins de douleurs menstruelles, il faut avoir des rapports sexuels. On a plein de choses, d'idées préconçues qui circulent comme ça sur les douleurs. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus, Linda? Oui, je pense que ce genre d'informations-là, Sita en a parlé tout à l'heure. Autour des douleurs, il y a vraiment beaucoup de rumeurs, beaucoup de fausses informations qui sont données. Donc, pour les douleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène physiologique qui fait que lorsque les règles doivent sortir, l'utérus fait des crampes pour expulser les règles, fait des mouvements pour expulser les règles. Et ce sont ces mouvements-là qui font que on a la douleur. C'est tout simplement ça pour l'expliquer en langage que tout le monde comprendra. Donc, quand on a ces douleurs-là, on peut tout simplement prendre, soit utiliser ce qu'on appelle les remèdes naturels, utiliser des bouillottes, faire pratiquer le sport, faire des séances de respiration, se reposer ou encore prendre des médicaments. Dans les cas où la douleur persiste et elle est handicapante, elle est accompagnée de vomissements, de maux de tête intenses, là, il faut juste consulter pour voir s'il n'y a pas une pathologie qui est derrière, c'est-à-dire une maladie qui est derrière qui fait que ces douleurs sont fortes et insupportables. Et à la suite, le gynécologue ou bien la sage-femme va donner la conduite à tenir en fonction du diagnostic. Ce sera soit conseiller des médicaments ou bien faire des analyses plus poussées. Mais ce n'est pas quelque chose qui n'est pas qu'on ne peut pas guérir en fait. Il suffit juste d'en avoir conscience, de ne pas juste supporter, mais de faire des choses, parfois même c'est psychologique, juste le fait de faire une activité qui nous plaît peut je peux dire, inhiber la douleur. C'est pas trop difficile. En fait, nous, on a remarqué sur cette question-là que déjà, de parler des règles, pour les jeunes filles, souvent, ça diminue la douleur parce qu'il y a un côté stress qui vient, comme on ne comprend pas ce qui se passe dans son corps. On se sent sale, on a peur d'avoir des fuites, on a peur d'avoir des taches, on a peur de tomber enceinte. Tout ce stress-là et cette peur, ça crispe et ça peut contribuer à augmenter les douleurs. Et nous, on a vu que le fait de créer des cercles de parole sur ça, déjà, ça diminue les douleurs. Ensuite, il y a effectivement aussi l'alimentation. Parce que on réfléchit pas souvent à ça, mais ce qu'on donne à manger à notre corps, ça participe aussi à comment notre corps va réagir à tout ce qui nous arrive. Donc, faire une alimentation avec moins de sucre, parce que le sucre augmente les inflammations, une alimentation avec moins de lait de vache, augmenter les fruits, les légumes, diminuer le café, prendre plutôt des infusions. Et on a plein de plantes locales en Afrique qui sont très bonnes pour détendre ou pour aider les règles à sortir. Donc, ça aussi, il faut en parler le plus possible parce que ça peut aider beaucoup sur les douleurs de règles. Donc, on a effectivement ces fausses croyances. Donc, effectivement, c'est faux. Hein. Je le dis pour que ce soit dit officiellement. C'est pas d'avoir des rapports sexuels qui va diminuer les douleurs de règles. C'est prendre soin de soi, c'est savoir s'écouter, c'est avoir des gens autour de nous qui nous écoutent, c'est parfois mettre quelque chose de chaud sur son ventre,
Et le recours aux médicaments ne doit pas être le premier réflexe. Il y a une chose aussi que je dis, et je le dis, j'essaye de le dire à tous mes ateliers, c'est que nous, les femmes, on a trop l'habitude de prendre sur nous. On a trop l'habitude de souffrir en silence. On a trop l'habitude de s'adapter et de rien dire. Mais dites-vous bien que si vous avez mal tous les mois et que ça vous handicape, ce n'est pas normal. Il faut aller voir une sage-femme ou un gynécologue. Arrêtons de subir en silence, parce que c'est aussi ça qu'on véhicule comme message aux autres générations après nous, de se taire et de subir en silence quand on a mal. Non. Quand on a pareil des problèmes gynécologiques, on a des infections, allons voir un médecin. Il y a des médecins, c'est leur métier. Et ça, je dis aussi aux hommes, parce que alors, au Sénégal et en Afrique, on a beaucoup de gynécologues hommes. Et ça, c'est un problème, parce que les maris ont du mal à laisser leurs femmes aller consulter un gynécologue homme. Mais on a du mal à laisser les femmes faire des études de gynécologie parce que c'est des études très longues et qu'après elles ont des enfants, il y a des gardes la nuit, etc. Donc on se retrouve avec un petit problème. On a plein de gynécologues hommes qui sont d'ailleurs très bons et on a plein de femmes qui ont besoin d'aller chez le gynécologue mais dont les maris ne sont pas à l'aise qu'elles aillent voir des hommes. Alors que le métier de gynécologue, c'est exprès pour s'occuper de la santé des femmes. Et il voit ça toute la journée. Donc, il faut aussi se dire, les hommes, je sais que ce n'est pas agréable de se dire qu'il y a un autre homme qui va voir les parties de votre femme et tout, mais essayez d'aller voir un peu plus loin parce qu'elle a besoin de voir un bon médecin au lieu d'aller voir parfois, de rester au poste de santé alors que c'est des problèmes qui sont plus graves. Vraiment, allez voir un gynécologue une fois par an, un ou une si vous trouvez une, mais c'est très bien. Et les parents, laissez les filles faire des études de gynécologie. On a besoin de beaucoup plus de filles gynécologues, s'il vous plaît. Linda, est-ce que tu veux rebondir sur ça? Oui, j'ai vu quelques questions à propos des règles. Je vais rebondir avant qu'on passe à autre chose. Par rapport à l'aspirine, oui, c'est déconseillé pendant les règles parce que ça fluidifie le sang. C'est-à-dire, ça rend le sang plus liquide et ça pourrait augmenter les pertes de sang, mais ça ne coupe pas les règles. Je pense que c'était ça la question. Il y a une autre question. Est-ce que le café et le citron peut provoquer? Non, ça ne provoque pas un arrêt systématique des règles. C'est des informations que les gens véhiculent. Je pense que c'est globalement ça. Il y avait aussi une question, quelle est la différence entre règles douloureuses et endométriose? Alors, les règles douloureuses, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que les règles sortent avec de la douleur. C'est-à-dire le fait que l'utérus essaie d'expulser le sang et qu'il y ait de la douleur. L'endométriose aussi, c'est une pathologie où l'endomètre, c'est-à-dire l'intérieur de l'utérus, va aller se poser ailleurs et c'est ce qui fait que ça va faire mal. C'est-à-dire, l'endomètre, c'est ce qui est censé accueillir le bébé quand il y a fécondation. Donc, si cet endomètre-là, par anomalie, va se loger ailleurs, qui n'est pas sa place, ça va faire mal. C'est comme si on a une dent qui est censée être là, qui va se mettre ici. C'est tout simplement ça. Donc, Et dans l'endométriose, il y a les douleurs pendant les règles. voilà, c'est ça. L'endométriose cause en général des douleurs de règles plus intenses, Voilà. mais c'est deux choses différentes. C'est ce petit matelas, moi, pour les enfants, quand j'explique les règles, je dis que c'est le petit matelas à l'intérieur du ventre qui grossit pour pouvoir accueillir un bébé s'il y a un bébé. Et ce petit matelas, au lieu de pousser que dans l'utérus, il se met à pousser un peu ailleurs et du coup, ça fait plus de saignements et ça fait plus de douleur. Et là encore, il faut aller voir un médecin. Exactement. Il y a une question tout à l'heure sur l'excision, je pense sur les mutilations génitales féminines. Je pense que la question c'était est-ce que ça a un impact sur la sexualité? Alors je dirais que je vais juste commencer par faire un petit récapitulatif de ce qu'est la mutilation génitale féminine. Excision, c'est juste le fait de couper ou de fermer
pour ne pas utiliser des termes trop médicaux, il y a 4 types de mutilation génitale féminine. Il y a des types où c'est juste le clitoris qui est coupé. D'autres, il y a une fermeture totale ou partielle des grandes lèvres et des petites lèvres. Et donc, par conséquent, si ce sont les cas où la jeune fille a un type 4 ou un type 3, c'est-à-dire tout est fermé, forcément, il y aura des problèmes plus tard au niveau de la sexualité. Ça a des risques de déchirure ou bien même au niveau pendant l'accouchement parce que les parties génitales féminines sont faites de sorte que pendant l'accouchement, le périnée il est élastique, il va s'ouvrir de sorte que le bébé puisse sortir. Donc, si on a fermé tout cela, au moment de l'accouchement, il peut y avoir plus de risques de déchirure et plus de risques d'épisiotomie, c'est-à-dire le fait qu'on coupe pour faire passer le bébé. Donc, j'espère avoir répondu un peu à la question sur cela. Par rapport aux solutions qui sont apportées, c'est toujours dans le domaine des sensibilisations que les relais communautaires sensibilisent ces communautés qui le font à le faire, disons, avec des moyens stériles ou bien se rapprocher de personnels médicaux qui ont été formés pour ça, sensibiliser sur les conséquences même de ces mutilations, à savoir les infections, à savoir les chocs, l'hémorragie. Tout ceci, ce sont des campagnes qui se font à travers le monde et il y a une étude récente que l'OMS a faite concernant les résultats par rapport à tout cela. Et donc, de plus en plus, on voit que cette pratique baisse, mais n'a pas carrément diminué parce que c'est relié à des croyances et c'est un combat qui doit se faire. C'est une lutte qui doit se faire autour pour que vraiment cette pratique soit vraiment arrêtée, si je peux dire ainsi. Merci beaucoup, Linda. C'est important de parler de ce sujet, très tabou et très délicat. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir Oui. On a eu pas mal de questions aussi par rapport à l'utilisation de la pilule. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les discussions par rapport à ça, comme quoi prendre la pilule plusieurs fois ou prendre un moyen de contraception, ça pouvait baisser la fertilité ou l'effacer complètement. Peut-être, Linda, tu peux dire un peu ce qu'il en est sur ça. Oui, en fait, il n'y a pas d'études reliées entre la prise quotidienne, la prise fréquente de la pilule du lendemain et la fertilité. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut troubler le cycle. Et quand ça trouble le cycle, forcément, après, vous pouvez avoir des difficultés pour tomber enceinte, mais dire que ça rend infertile, ce serait trop pousser le bouchon. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des méthodes qui sont faites pour des longues durées, comme par exemple le stérilet. C'est une méthode de contraception qui peut aller jusqu'à 10-12 ans et qui est faite sans hormones qui fait qui va agir localement au niveau des spermatozoïdes et faire de sorte que les spermatozoïdes ne puissent pas grimper jusqu'au niveau de l'ovule. Donc, avec ces méthodes de longue durée, la femme qui veut rester très longtemps sans prendre une grossesse peut la prendre. Si c'est juste quelques semaines, il y a plusieurs types de méthodes pour chaque femme, pour que chaque femme puisse faire le bon choix. Et en planification familiale, on ne fait pas le choix pour la cliente. On présente toutes les méthodes avec les informations nécessaires, c'est-à-dire en disant voici les avantages, mais voici les effets secondaires que vous pouvez avoir. Et ces effets secondaires-là, ce ne sont pas des effets que vous aurez forcément. Certaines femmes ont les effets secondaires, d'autres non. D'autres peuvent ne rien avoir du tout. Et pourtant, c'est-à-dire que le témoignage de tout un chacun diffère. Mais nous, en tant que personnel de santé, on est dans l'obligation de donner toutes les informations nécessaires pour que la femme puisse faire un choix libre et éclairé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses informations dans la contraception. Et nous, en tant qu'acteurs de santé, ce qu'on fait généralement, c'est de demander à la femme ce qu'elle sait ou à l'homme ce qu'il sait sur la contraception. Parce que bien évidemment, il y a des femmes qui viennent pour avoir des informations, mais il y a des hommes qui viennent pour avoir des informations
pour eux-mêmes, pour leurs partenaires ou pour leurs enfants. Donc, nous, c'est de recueillir les informations qu'ils ont déjà, pouvoir leur rectifier, je dirais, les fausses ou mauvaises informations et leur expliquer ce qu'il en est clairement, sans cacher, sans, sans mentir à ce sujet. D'accord, Linda, c'est ça. Et puis là, je vois aussi une question, comment on sensibilise les jeunes filles, les femmes qui refusent d'adopter des méthodes de contraceptives? En fait, déjà, la première chose, c'est de comprendre son corps, comment il fonctionne. Et du coup, moi, des fois, j'ai l'impression qu'on commence par la fin. Il faut commencer par le début. Comment ça fonctionne? Souvent, dans le cycle menstruel, les gens confondent cycle menstruel et règles. Et c'est pas pareil. Donc, cycle menstruel, c'est l'ensemble du cycle et qui comprend 4 phases. Et il y a une phase qui est les règles. Donc, la première phase, c'est mon petit schéma, là, je vais vous montrer, mais voilà. La première phase du cycle, c'est les règles. Mais il se passe toujours quelque chose dans le corps de la femme. Et c'est important que la femme comprenne et ressente ce qui se passe à chaque fois. Moi, je vous avoue que c'est des choses que j'ai découvertes ces dernières années en préparant tous les outils Wear Oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses dont je n'avais pas conscience. Maintenant, je suis capable de sentir à quelle période du cycle je suis. Je sais ce qui se passe à chaque moment. Et en fait, quand on comprend ça, bah déjà, on sait à quel moment on est fertile. On le sait. Et donc, on sait à quel moment, même si on ne prend pas de contraception, il ne faut pas avoir de rapport sexuel. Donc, la première chose pour moi, c'est se réconcilier avec son corps, comprendre comment il marche. Et on doit être dans la transmission. On doit aussi expliquer ça aux autres filles autour de nous. Et je fais une petite aparté parce que là, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas sur le cycle menstruel. Justement, sur cette thématique est souvent liée à 2 choses. Les règles, parce qu'on voit le sang qui coule, et la grossesse, la fertilité. Donc, grossesse, désir ou pas désir de grossesse. Mais on réduit souvent le cycle menstruel à ces 2 pôles. Alors qu'en fait, dans le cycle menstruel, comme je disais, il se passe chaque jour quelque chose de différent. Les hormones jouent. Je vais peut-être essayer de présenter 2 secondes. Alors ça va beaucoup intéresser les hommes. Je présente quelques minutes mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Vous voyez plein de femmes dessus. Alors, souvent, dans les ateliers, je dis, voilà, qui sont toutes ces femmes? Donc, on a une superwoman, une guerrière, on a une femme fatiguée, on a une artiste, on a une reine, on a une multipotentielle. Est-ce que toutes les femmes qui sont ici aujourd'hui dans ce webinaire se reconnaissent dans chacune de ces femmes? Est-ce qu'on est tour à tour chacune de ces femmes? En général, Sita, est-ce que toi, tu te reconnais dans toutes ces femmes? Oui, je me reconnais en tant que superwoman et en tant que reine. Donc, en général, les hommes vont vous dire, mais moi, je ne comprends pas ma femme, elle change chaque jour. Un jour, elle est toute sympa, machin. Le lendemain, elle t'envoie balader pour un rien. Et ça, c'est des choses qu'on n'explique pas. En fait, c'est ces hormones, donc c'est ça, les hormones qui fluctuent tout au long du mois. Donc là, c'est une slide en anglais, vous allez bien comprendre. Vous voyez en bas la testostérone chez les hommes et vous voyez en haut les 4 hormones qui sont en train de monter et descendre chez les femmes. Et vous comprenez avec ça qu'on ne peut pas être la même 2 jours de suite dans le cycle parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et la nature est très bien faite. Pourquoi il se passe toujours quelque chose? Parce qu'on est capable de se réinventer chaque mois. On passe par toutes les étapes. Donc, je vous montre une petite slide que vous verrez presque jamais. Celle-là. C'est ça qu'on n'explique jamais aux filles. Et moi, j'ai découvert ça quand j'avais 43 ans et je me suis dit, mais pourquoi on m'a jamais dit ça? C'est que le cycle menstruel, c'est notre coach personnel. C'est un coach de santé, c'est un coach de bien-être. Et chaque phase du cycle correspond à un super pouvoir, à des énergies, à des besoins. Donc, rapidement, et ça peut aider aussi à tout le monde, donc les femmes à être plus gentilles avec elles-mêmes, parce que je trouve que les femmes, on est vraiment trop dur avec nous-mêmes et on perpétue ça sur les autres générations.
Et les hommes n'arrivent pas à comprendre les femmes parce que aussi les femmes ne savent pas l'expliquer parce qu'elles-mêmes ne se comprennent pas. Pendant les règles, on a besoin de repos, c'est vital. C'est le moment comme quand votre téléphone est à plat et vous le rebranchez pour le recharger. Si vous ne rechargez pas pendant les règles, vous n'arriverez pas à gérer le cycle normalement. Et c'est une période où on a des très bonnes idées. C'est une période pour planifier, mais ce n'est pas une période d'action. Ensuite, après les règles, c'est la période où l'énergie revient. C'est la période folliculaire. Et là, c'est la période où on peut tenter plein de choses. On a peur de rien. C'est la période de témérité qui est géniale pour commencer des projets. Et là, on est tourné vers les autres. On est à fond dans l'action. Ensuite, c'est la période d'ovulation. Alors là, on rayonne, on est très bon en communication, on est très sociable, on va voir tout le monde. Et c'est une période pour vraiment oser être soi-même et aussi récolter les fruits de son travail. Et la dernière période, avant les règles, l'énergie redescend et c'est la période où on commence à faire le bilan, où on a une vision méga bonne. Donc, c'est pour ça que des fois, on nous trouve un peu chiante à cette période parce qu'on voit tous les petits détails qui ne vont pas. Mais c'est la période des super lunettes. J'appelle ça la période des super lunettes parce que ça nous permet de voir tous les détails. Et donc, c'est une très bonne période pour analyser. Donc là, moi, je fais des ateliers entiers sur cette thématique, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a toutes ces choses-là qu'on ne dit jamais et pourtant qui sont fondamentales pour se comprendre soi-même, comment on fonctionne et pour être gentil avec nous-mêmes, pour nous donner ce dont on a besoin à chaque moment et qu'on soit capable de l'expliquer aux autres gens autour de nous. Donc, il y a plein d'hommes qui me disent merci, grâce à vos formations, je comprends enfin ma femme, vous avez sauvé mon mariage. Donc, les femmes, essayez de vous comprendre, essayez de vous renseigner sur ces différentes phases du cycle, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, et ensuite essayez de l'expliquer autour de vous à votre mari, mais aussi à vos filles qui arrivent pour qu'elles aient des vies plus faciles que nous. Voilà, ma petite aparté. Merci beaucoup Marina, j'ai pris des photos aussi. Donc voilà, c'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour les femmes et ça nous apprend beaucoup sur notre cycle. Peut-être Sita, tu peux reprendre sur comment on fait en tant qu'ONG pour, comment dire, il y avait une question sur ça, c'est-à-dire comment expliquer aux jeunes filles qui luttent en fait et qui ne veulent pas adopter des méthodes contraceptives à cause des effets secondaires, comment on leur explique que ça peut les aider, que ça peut être quelque chose de sécurisant pour elles. Et également, que dit la coutume en fait sur la contraception dans les zones rurales? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus pour conclure? Je voulais effectivement rebondir sur les méthodes contraceptives et tout. En fait, les jeunes filles aujourd'hui, que ce soit en milieu rural ou en milieu moderne, avec la venue de TikTok, on assiste à tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de mauvaises informations, de désinformations sur les méthodes contraceptives sur TikTok et sur les différents réseaux sociaux et tout. Parce que je me balade sur TikTok, je vois une vidéo qui me dit il faut, euh, faut comment on dit ça, faut prendre comment on dit ça, des grains de papayer pour boire, ça t'évite de tomber enceinte. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fausses informations sur TikTok. Franchement, ceux qui sont dans ce webinaire aujourd'hui, faites très attention à certaines informations que vous voyez. Prenez toujours le temps de vérifier la moindre information que vous allez voir sur les réseaux sociaux et même que vous allez entendre même en famille ou avec vos amis dehors. Faites très, très, très attention parce que c'est des trucs vraiment délicats. La santé de la femme, c'est quelque chose de vraiment, vraiment délicat. Tu ne vas pas prendre tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est un contraceptif et tout, manger tout ça. Franchement, j'aimerais insister là-dessus. Et pour répondre à la question de Zoé, en tant que ONG, on refait toujours les jeunes filles vers le personnel médical. Toujours, parce que, comme je l'ai dit, elles vont se baser sur ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont entendu, qui n'est pas forcément la bonne information. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai entendues sur la contraception en milieu rural. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que utiliser les feuilles et tout ça, c'est mauvais. Sauf que si ce n'est pas suivi, ça peut créer d'autres choses. Parce que
elles se disent qu'elles sont sexuellement actives. Si elles vont demander à leur maman des méthodes de contraception, leur maman va savoir qu'elles sont sexuellement, comment on dit ça, sexuellement actives, ce dont elles n'ont pas vraiment envie. Donc, lorsque nous, on va dans les communautés, on travaille avec les sages-femmes et les infirmiers, on leur dit toujours, ne réfléchissez même pas, allez directement vers eux. C'est eux qui sont là pour vous. Ce sont eux qui sont les mieux placés pour vous dire que faire sur les méthodes, les méthodes de contraception et tout. N'hésitez pas à aller les yeux fermés, que la sage-femme soit votre meilleure amie en tant que femme, en fait. N'hésitez pas à aller vers elle. Ne vous basez pas sur les informations que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Ne vous basez pas sur les informations que vous allez voir dans les panels et, et bien d'autres choses, en fait. Donc, voilà un peu pour répondre à la question. Et si la sage-femme que vous allez voir, elle n'est pas bien ou elle juge, allez voir une autre. Elles ne sont pas toutes pareilles. Donc, vous Voilà. changez pour voir quelqu'un d'autre. Et si vous avez la chance d'avoir des mamans ou des papas qui sont ouverts sur le sujet, alhamdoulilah. C'est vrai que dans le chat, il y a eu beaucoup de commentaires sur ça, sur la négligence du personnel médical, sur le jugement que les sages-femmes, les gynécologues pouvaient avoir sur les patientes. Et c'est vrai que parfois, on peut se sentir jugé, en fait, la plupart du temps. Et ça donne pas envie, en fait, d'y retourner. Et du coup, on s'en remet à des méthodes qu'on voit sur les réseaux, qu'on voit passer sur les groupes WhatsApp, sur TikTok et j'en passe, qui peut parfois être dangereux, en fait, pour nous. Et c'est ça qui alimente les fausses croyances. Donc, c'est vrai que sur ça, peut-être, Linda, tu peux rapidement nous dire, est-ce qu'il y a des formations, en fait, qui sont faites dans les hôpitaux, dans les maternités, pour former les personnes à être au moins jugeantes ou peut-être plus neutres? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, Zoé, il y a beaucoup de formations, il y a des ateliers qui se font pour un changement de comportement de la part de ce personnel soignant, parce que l'accueil est très important en milieu hospitalier. Si la personne, dès le début, juste en saluant, voit que le visage est serré, c'est une personne qui va pas oser poser certaines questions ou pas, qui ne va pas revenir et par conséquent ne pas recommander en fait les ordres. Et si c'est dans certaines zones rurales où c'est plus compliqué, il y a un seul centre peut-être pour tout le village. Si le personnel n'est pas accueillant, si le personnel n'est pas bienveillant, si le personnel n'est pas dans la confidentialité, ça devient un problème. Donc, il y a des ateliers qui se font, il y a des formations qui se font à tous les niveaux, ça c'est au niveau du district, au niveau des cliniques. Le personnel est formé, sensibilisé, et c'est une lutte qui se fait de plus en plus. Les ONG organisent des sessions de partage, des ateliers pour que ces personnes, pour que ce personnel-là puisse vraiment changer de comportement. Et c'est à cet effet que DIJA a été créé pour être une écoute attentive, une écoute active, une écoute sans jugement, pour que toute personne qui est dans le besoin, toute personne qui souhaite discuter de santé, puissent nous contacter. Et nous travaillons avec des cliniques, avec des hôpitaux, avec des centres partenaires où nous sommes sûrs que si nous référons, si nous orientons une patiente, une jeune fille, une maman, tout le monde, il sera accueilli avec beaucoup de bienveillance et pourra avoir son service, pourra se faire soigner sans problème et puisse avoir une belle expérience à partager. Merci beaucoup, Linda. Il est 20h26. On arrive malheureusement à la fin du webinaire. Il va falloir conclure. C'est passé très vite. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre réactivité dans le chat. Vraiment, je suis désolée, on n'a pas pu tout couvrir, mais en tout cas, on a vraiment couvert un maximum. Hein. J'ai vraiment essayé d'être à l'affût des questions, etc. Mais il y avait vraiment beaucoup de questions. Merci énormément pour votre dynamisme. Ça nous fait plaisir. Ça veut dire que le sujet est important, il est intéressant, qu'il vous intéresse et surtout qu'il est primordial d'en parler. Donc voilà, ça nous touche beaucoup. Et peut-être qu'il y aura une autre édition, qui sait. Je n'en dis pas plus, mais peut-être. On a oui, il faudrait faire ce webinaire en Wolof, c'est vrai.
c'est vrai, on le fait en français et c'est pas forcément. Il faudrait le faire en Wolof aussi, c'est vrai. Moi, je ne parle pas Wolof personnellement, mais je suis sûre que dans nos intervenantes, Linda, est-ce que tu parles Wolof? Oui, je parle Wolof. Et comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de Lydia, fii si Lydia dañuy tontu ci question yëpp yi nga xam ne mu ngi dem ci wàllum wërgu yaramu jigéen, wàllum planning familial yooyu yëpp dañ koy tontu. Ku su dee nit ki ñuy contacter mënul bind mën nga vocal dinañ la tontu soo wootee dinañ la wuyu itam soo jegewee li nga xam ne moom mooy sage-femme bi nekk sa gox mën nga am li nga bëgg a xam am information yëpp yi nga xam moom nga soxla ba pare bul hésité di waxtaan ci ay ak say ak ñi nga nekkal say dëkkandoo wala di dem ci information nga maanaam ngay wut information pour jaar yoon pour sa wërgu yaram. Et Super, moi, merci. j'aimerais bien dans le chat que tout le monde nous dise un mot, le mot que vous retenez de ce webinaire. Chacun, ne dites pas bon, hein, dites-nous un mot que vous retenez qui résume ce webinaire aujourd'hui pour qu'on puisse conclure avec un peu une petite sensation de ce que vous avez vécu vous. Et merci beaucoup pour la participation, c'était un plaisir. On a beaucoup de mots. Alors, top, riche, révélateur, enrichissant, excellentissime, instructif, règle douloureuse, d'accord, ouverture, riche, super, instructif et pédagogique, excellent, riche. C'est très positif. Donc, non, non, c'est génial. Merci à vous, hein, parce que vous avez vraiment été très dynamique dans le chat et c'est pas tout Oui, effectivement. Et franchement, c'est génial. Ça veut dire que, en fait, c'est un sujet qu'on devrait aborder tout le temps et on ne doit pas se museler sur ça et on doit en parler et encore plus quand il s'agit des informations, il faut sensibiliser, c'est hyper important. Donc, merci beaucoup. Merci aux super intervenantes qu'on a eues parce que si ce webinaire a été un succès, c'est grâce à elles. Donc, dans le chat, vous pouvez mettre plein de petites réactions. Merci beaucoup. Il y a plein de messages. Je ne sais plus de la tête, mais merci beaucoup, c'est super. Merci à vous, merci à tout le monde. On finit en plus dans les temps, c'est parfait. Si une de vous veut conclure, enfin dire des mots, allez-y. Hein. Je vous laisse. D'accord, je prends la parole. Je vais dire merci déjà à Polaris pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer. Et merci aussi aux participants, franchement, très, 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 très réactifs. C'est pas tout le temps qu'on voit les participants comme ça veut dire que le sujet vous intéresse. Et j'ai laissé mon compte LinkedIn. N'hésitez pas à nous envoyer des messages et on prendra en compte toutes vos questions. On va essayer, pardon, de faire des posts avec aussi pour répondre à vos questions. Ne vous sentez pas oublié ou mis de côté. Non, on va travailler sur toutes vos questions et on va répondre sur nos différentes plateformes. Merci encore à tous et merci encore à Polaris. Alors, mon mot de fin, merci oui à Polaris qui est un partenaire de DKT et merci à Marina. Je le dirai merci aussi à Sita. Tout ce que je dis, c'est de faire attention au réseau, faire attention à la mauvaise information et à la désinformation, chercher les sources, voir si cette page derrière, est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites en ce qui concerne les informations données. N'hésitez pas à vous rapprocher des organismes adaptés, à vous rapprocher du personnel médical si vous avez des informations sur la santé. Parce que sur les réseaux, il y a du tout. N'hésitez pas vraiment à faire des recherches approfondies. Si vous doutez sur une information, il ne faut pas la partager parce que si vous la partagez, une autre partage et ce sera un partage fou des informations. Donc, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions plus profondes ou des questions non répondues. N'hésitez pas à suivre nos pages, que ce soit Verly, Polaris, DKT, l'ONG, pour avoir plus de réponses aux questions posées. 2 heures, c'était court, mais on fera une édition 2. N'est-ce pas, Zoé? J'espère, vraiment. Et moi, je vous donne tous des devoirs. Vous allez tous essayer d'organiser une projection débat sur la thématique. Vous choisissez un épisode de C'est la vie ou de Where We
et vous faites soit avec vos amis, soit avec votre famille et essayez une première projection débat sur le sujet et puis après dites à Polaris comment ça s'est passé. Super. Bah, merci beaucoup, merci à tous. On se revoit très vite parce que je pense qu'une édition 2 très importante, même primordiale. On se revoit vite et puis voilà, merci à tous. Bonne soirée et voilà, on se dit à très vite. Au revoir. Au revoir.